lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack, qui a exercé le métier de professeur de philosophie pendant un peu plus de 20 ans, donc l'expérience y est. Nous avons ensuite M. Ahmed Dien, conseiller spécial de la présidente du Conseil économique et social, Mme Aminata Touré, qui est présent pour constater lui aussi, mais qui est présent aussi pour accompagner son collègue de travail, M. le Président de l'Action patriotique Ande Defar Thiaroye. Nous avons ensuite ici Mme le censeur, qui est présent pour ses élèves, mais qui est présent aussi pour l'administration de l'école. Donc nous allons lui donner la parole, elle aussi. Et nous avons aussi notre vaillante dame, Mme Binta Diak, qui est là. Sans lui aussi, sans elle autant pour moi, cette cérémonie n'aurait pas lieu, parce que c'est elle qui était ici, en train d'organiser toute cette activité et toute cette organisation que vous voyez, celle qui était au sommet, parce que nous étions à Dakar, nous venons juste d'arriver. Ça aurait été donc Madame Binta Diak, la cérémonie n'aurait pas lieu. Donc vos applaudissements pour elle, s'il vous plaît. C'est une dame, mais c'est une brave dame et elle travaille beaucoup. Donc nous allons commencer par donner à Monsieur le sous-préfet la parole, puisque lui aussi, il dit qu'il est dans d'autres activités. Il va ouvrir d'abord et vous souhaitez la bienvenue aux vous autres autorités qui êtes venues d'ailleurs, mais aussi pour parler un peu plus aux élèves. Monsieur le sous-préfet, vous avez la parole. Voilà, ce ne sera pas effectivement, M. Fall, une introduction, un développement et une conclusion par rapport à mes 3 points, mais cela va s'en sentir que nous allons donc entamer cette journée parce que le ministère de l'Éducation nationale, dans son budget global de l'État, octroie 60% pour l'éducation. Cela veut dire que les enjeux sont énormes. Donc voici donc mon premier point, l'éducation. C'est pourquoi nous tous nous sommes là. Et comme l'a dit tout à l'heure le monsieur, l'animateur principal, alors donc le quantum horaire voilà, a été un peu biaisé voilà, vu la situation de la pandémie qui a affecté notre pays. Mais cela va de soi que des acteurs comme le président de l'amicale, qui se trouve être mon ami, et c'est la raison pour laquelle je suis là d'ailleurs. Parce que M. Cham, c'est mon ami. Voilà, donc c'est mon xarit la sama coloré la loolu moo tax ma ñëw fii voilà fekkee jeetaay bi donc éducation nationale dafa nekk le soxal président de la République son excellence M. Macky Sall. Et je remercie aussi la présence du lycée. Voilà, il y a Mme Sanseur qui est là pour vous montrer combien les gens ils sont engagés pour vous accompagner. Ensuite aussi la mairie, à la personne de Binta, voilà, qui est là, Binta Diak. Voilà, donc depuis le départ que M. Cham a annoncé, n'est-ce pas, cette activité, alors on était tout le temps au téléphone et on se voyait pour que aujourd'hui vous puissiez être là. Alors le deuxième point, alors retrouve quoi? Le deuxième point retrouve alors la capacité d'écoute que vous devez avoir par rapport à cet éminent professeur M. Fall. Vous voyez, donc vous êtes là pour être des réceptifs. Donc il faut écouter ce qu'il va dire et prendre note par rapport à tout ce qu'il va vous dire. Alors je me glorifie de sa présence parce que moi je me rappelle quand j'étais en terminale aussi, voilà, j'ai été aidé, j'ai été soutenu par d'éminents professeurs de Thiès. Voilà, comme il le fait aujourd'hui, M. Fall. Franchement, alors moi j'ai bénéficié de cela. Voilà, éventuellement, bon, c'était pas dans le même contexte quand même. Hein. Voilà, mais c'était quoi? C'était en temps de paix. Mais aujourd'hui, nous sommes en temps de guerre. Et M. Fall, c'est vraiment, il s'est porté volontaire pour venir vous aider. Voilà, donc son rôle, alors primordial, c'est quoi? C'est alors d'aimer ce qu'il fait. Voilà, donc en matière d'éducation, il faut aimer ce que l'on fait. Et lui aussi, il est dans ce siège. Donc, alors, M. Fall, alors soyez alors le bienvenu ici. Dans la commune de Diakhao, dans l'arrondissement de Diop, voilà, plus particulièrement. Alors le troisième élément, ce ne sera pas une guise de conclusion, mais alors c'est aussi alors reprendre les termes scientifiques voilà, que le monsieur là, le modérateur a posé tout à l'heure. Voilà, donc le port des masques. Voilà, donc là où vous êtes assis,
Alors, les gestes barrières, parce que l'État demande cela. Voilà, ce sont des mesures prises par le ministère de la Santé. Et nous devons aussi nous adapter par rapport à cela. Alors, donc, raison pour laquelle je demande à tout le monde de porter son masque. Voilà, de porter son masque et de respecter aussi les gestes barrières, la distanciation entre vous. Voilà, donc, chers amis, M. Thiam, pour ne pas trop monopoliser la parole, alors donc, je vous souhaite une excellente journée. Voilà, et que le Seigneur vous accompagne dans l'esprit et la sagesse de la réflexion, afin que vous puissiez, n'est-ce pas, aboutir à toutes, n'est-ce pas, les attentes, voilà, que vous espérez par rapport à cette journée. Voilà, aux responsables du lycée aussi, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup parce que vous aimez les enfants. Voilà, donc, et c'est avoir l'amour de ces enfants, alors que vous êtes là aujourd'hui. Et ces enfants, par ma voix, alors j'ose dire et affirmer que alors, ce sont les porteurs de développement de demain. Ce sera que les futurs préfets, les futurs professeurs de philosophie, les futurs censeurs, les futurs ingénieurs. Voilà, ce sont les enfants là qui sont là devant moi. Et donc nous vous accompagnerons. Alors par rapport, n'est-ce pas, aux besoins réels, voilà, aux besoins réels en matière d'enseignement-apprentissage. Donc mon frère Thiam, voilà, content de te revoir ici, voilà, dans cette belle cour de l'Etiarao, et que cette journée porte ses fruits. Voilà, à tous ces élèves de la classe de terminale, je vous souhaite alors une très bonne chance pour la réussite au bac. Allez, merci beaucoup, au revoir. Alors, au nom du proviseur du lycée de Diakhao, je tiens à remercier les organisateurs de cette manifestation parce que c'est une chance que vous donnez à nos élèves. Une chance de pouvoir diversifier les enseignements, mais une chance également de pouvoir bénéficier d'une synthèse philosophique. Parce que nombreuses sont les générations qui sont passées par là, qui n'ont pas eu cette chance-là. Alors, on entendait toujours parler de l'organisation de synthèse philosophique, mais dans les grandes villes. Nos élèves en entendaient parler à la télévision, au niveau des radios. Et vraiment, si il y a des associations originaires de la localité qui organisent cela pour nos élèves, nous ne pouvons que nous en féliciter. Alors, pour ne pas vraiment monopoliser la parole, eh bien, je vais seulement dire aux élèves, écoutez bien, suivez bien, prenez des notes, posez des questions si vous en avez, et là, ce sera ce sera très bénéfique. L'anticipé de philo, c'est dans quelques jours. Vraiment, on espère que tout ce qui sera dit ici sera vraiment intéressant et que ça va même entrer au niveau des sujets qui vont sortir. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Je ne peux pas terminer sans pour autant vraiment solliciter, n'est-ce pas, votre écoute, parce que c'est votre attention qu'il faut pour bien noter ce que M. Fall aura à vous dire ici. Alors, à tous les candidats qui sont présents ici, je dis bonne chance et que tout le monde puisse réussir au bac, que le lycée de Diakhao et l'ensemble des localités qui sont ici, qui ont des lycées, vraiment que nous puissions faire des résultats brillants, que la réussite soit totale au niveau, n'est-ce pas, de nos établissements. Je vous remercie. C'est votre journée, c'est une fête pour vous, cette journée-là, c'est une fête pour vous. Donc écoutez le cours du professeur, mais soyez relax, ne soyez pas coincés, stressés, vous n'êtes pas déjà en grade d'examen. Donc c'est pourquoi j'ai préféré moi me lever pour vous dire relax. J'aurais aimé quand même structurer mon discours en trois mots. D'abord, merci. Merci à ceux qui ont pensé à cette initiative, belle initiative. Merci à l'équipe qui a organisé. Merci au professeur qui a accepté de tenir la conférence. Ensuite, dire félicitations. Félicitations pour l'administration qui a pu mobiliser tous les élèves pour une cause. Ensuite, bonne chance. Bonne chance à chacun de vous. Bonne chance à tous les candidats. Vivement que Thiaré s'en sorte avec un résultat de 100% au bac. Vous pouvez le faire. D'habitude, dans les synthèses philosophiques, l'administration se mobilise, les parents se mobilisent, mais les élèves sont rarement présents. Ils viennent peut-être au quart, à moitié ou au tiers. J'ai l'impression qu'ici, tous les élèves sont là. En tout cas, j'ai une bonne impression. Tout le monde est là. Ça présume déjà qu'il y a une bonne mobilisation et une bonne conscience de ce qui vous attend dans quelques jours. Et cela, en tout cas, rassure ceux qui sont avec vous et ceux qui travaillent avec vous.
Cela fait un peu plus de 3 ou 4 mois. Je n'ai assisté à aucune cérémonie. Aucune. Ni de baptême, ni de décès, ni de rien du tout. Quand on m'invite, je ne parle pas. Et ça, je pense que l'autorité le comprend parfaitement. Nous nous sommes astreints à une rigueur personnalisée parce que nous demandons à ce que les citoyens aient un comportement. Nous ne pouvons pas aller contre ce comportement-là. Mais des cérémonies de ce genre doivent nous obliger à faire une exception. Parce que ce n'est pas tous les jours que des citoyens, des professeurs, des autorités se mobilisent pour la construction du capital humain de notre pays. Cela est d'autant plus important que dans le PSE et dans l'acte 2 du PSE, le capital humain est l'axe le plus important, la construction du Sénégalais. Et pourquoi j'insiste sur ça? Même la crise que nous vivons, la pandémie de la Covid-19 que nous vivons, si aujourd'hui nous avons des problèmes pour maîtriser la propagation, la contamination, c'est lié à des comportements. Et le comportement est le fait du capital humain insuffisamment formé ou insuffisamment capable de comprendre les enjeux. C'est pourquoi quand des professeurs, quand les autorités se mobilisent pour construire un nouveau Sénégalais, nous sommes obligés, nous, quelles que soient les contraintes, d'être présents. Et c'est à cela que nous invite le président Macky Sall, qui dit parlez aux populations, formez-les, instruisez-les, sensibilisez-les. C'est à cela également que nous invite notre présidente Aminata Touré, qui nous dit ne m'attendez pas, partout où vous êtes au courant d'une bonne cause, allez le porter. C'est pourquoi j'ai dit j'étais obligé d'être là, pour toutes ces raisons-là, qui reposent sur la conviction des causes, mais également pour Samba, qui reste pour moi un neveu, un collègue, mais quelqu'un qui m'est très proche. Je le soutiens parce que je l'ai rarement vu porter une cause qui n'est pas une cause noble. Rarement. Je suis venu à Carré, je pense, il y a 1 an. C'était également pour participer à la cérémonie de remise de diplôme à des élèves qu'il avait formés sur le plan des TIC. Je l'ai rarement vu convoquer une cérémonie festive ou laudative. Très rarement. Je ne l'ai jamais vu en tout cas. C'est pourquoi à chaque fois qu'il m'appelle, je viens à ses côtés. Et le président Aminata Touré elle-même suit particulièrement ce qu'elle fait parce qu'elle est souvent dans les bonnes causes. Elle est souvent dans des bonnes manifestations. Ce n'est pas quelqu'un qui verse dans le populisme. Elle est souvent dans les choses qui sont justes, qui sont porteurs et qui participent à la construction d'un avenir de notre pays. C'est en cela que je voulais lui dire merci. Merci à lui d'avoir pensé à tout ça. Merci à l'équipe qui a organisé cette conférence. Merci aux professeurs qui acceptent de faire la conférence. Et merci aux élèves également qui ont accepté de se mobiliser pour eux-mêmes. Parce que vous êtes venus pour vous-même. Félicitations, je l'ai dit, à toute l'équipe, aux censeurs qui ont mobilisé les élèves. Mais je vous souhaite une très bonne chance. La chance, c'est vrai, on la souhaite, c'est une prière. Mais le plus important, c'est d'être concentré. C'est d'être très concentré. Aujourd'hui, moi, je suis nostalgique. Je me rappelle encore quelques années derrière moi, je n'ose pas le dire. Hein. J'ai eu mon bac en 83. Donc il y a peut-être parmi vous qui n'étaient pas encore, qui étaient encore très très loin. Je suis, hein, en me voyant comme ça, petit, frêle là, c'est vrai. Mais le bac, je l'ai eu en 83. Hein. Donc ça remonte à très très longtemps. Vous êtes surpris hein, de voir un frère comme ça là dire qu'il a eu son bac en 83. Hein, bon, mais c'est ça. Et je suis nostalgique parce que des professeurs de philosophie qu'on a eu dans le passé, c'était des gens qui participaient à formater chez nous une nouvelle façon de voir le monde, une nouvelle vision. Mais le plus important, c'est que la philosophie structure le mental. Ça structure le mode de pensée. Ça structure. Quand on est bon en philosophie, généralement, on est bon partout. Parce qu'on est ouvert d'esprit. Et c'est pourquoi j'invite en tout cas les élèves à être très attentifs à la synthèse que le professeur va vous faire. Certainement, les sciences philosophiques ont évolué. Peut-être que nous, aujourd'hui, on est dépassés par les nouvelles modes de pensée et tout. Mais nous sommes nostalgiques parce que nous avons vécu ça, autant que vous. Et ça nous a permis de faire des avancées dans notre carrière. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire au professeur merci. Et la plus grande fierté de ce professeur-là sera, après ce cours, de voir l'ensemble de vos lacunes, ou en tout cas 90% de vos lacunes, être comblées par son discours. S'il le réussit, il aura réussi peut-être son année scolaire. Il n'aura pas réussi à faire un cours, il aura peut-être réussi à faire son année scolaire. En tout cas, encore une fois, nous vous remercions infiniment pour avoir accepté de vous mobiliser pour une cause, parce que ça c'est une cause, pour avoir accepté de vous sacrifier un jour non ouvrable, de venir vous donner encore un cours,
pour essayer de compléter un quantum horaire déficient pour des raisons que nous connaissons tous. Merci pour partager votre connaissance. Et tout de suite, il me disait qu'il a été le professeur de Samba Thiam. Et lui, ce qu'il souhaite le plus, c'est de voir tous ses élèves le dépasser dans sa formation. Mais ça va être difficile de dépasser un professeur, parce que quand quelqu'un te met dans la tête des choses que tu ne connaissais pas, quel que soit le rang que tu occuperas demain, tu ne seras pas à son niveau ou plus fort que lui. Encore une fois, monsieur le professeur, merci. Monsieur le préfet, merci, vous nous rassurez, parce que si on avait organisé une telle cérémonie sans la présence de l'autorité administrative, on aurait des craintes d'être ramassé par la police au regard des dispositions. Je vais maintenant terminer par une note de sensibilisation sur la pandémie qui ravage le pays. Vous êtes une force montante, vous êtes l'avenir du pays. Il y a des guerres, aucun État ne peut les gagner si sa jeunesse ne s'implique pas dans ce combat-là. Et aujourd'hui, vous êtes les premiers. Aujourd'hui, je vois ici plus de 400 personnes. J'ai comme l'impression que je suis en train de parler à 4000 familles. Parce que chacun de vous sort d'une famille. Chacun de vous a une grand-mère. Chacun de vous a un grand-père. Chacun de vous a un papa à la maison. Vous devez porter le message des mesures barrières et l'imposer à vos familles. Vous devez être des sentinelles de ce combat-là. Vous devez chacun, chez vous, porter le combat de lutte contre la propagation de la pandémie du sida. C'est une affaire sérieuse. C'est une affaire très sérieuse. Il ne faut pas la prendre à la légère. Protégez-vous pour protéger vos siens. Protégez-vous pour protéger vos parents et vos amis. Protégez-vous en expliquant la pandémie à vos parents. Protégez-vous en leur demandant de faire les gestes barrières. C'est ça qui va vous permettre de vous en sortir. Encore une fois, merci à tout le monde. Je m'excuse d'avoir été un peu plus long que les autres, mais il fallait tenir ce discours-là pour vous tous. Encore une fois, merci à ça. Modérateur, de m'avoir donné la parole. Monsieur le sous-préfet, ou bien représentant du sous-préfet, monsieur Tine, mon ami. Madame la représentante du maire de la commune de Thiaré, de la commune de Diakhao, Binta Diak, monsieur le conseiller spécial de madame la présidente du conseil économique, social et environnemental, monsieur Ahmed Dien, madame le censeur du lycée de Diakhao, chers membres du gouvernement scolaire, monsieur Kabambay, qui est journaliste, qui est mon ancien camarade de classe au lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack, monsieur les membres du mouvement Action Patriotique And Defar Thiaré, chers élèves, bonjour. Bon, à l'entame de mes propos, vous me permettez tout d'abord d'exprimer, peut-être de rendre grâce au bon Dieu de nous avoir accordé la vie, la santé et la disponibilité de pouvoir être là à ce jour. Et prions aussi pour que le bon Dieu, ou bien pour que peut-être la pandémie qui est le coronavirus, qui sévit partout dans le monde, nous quitte le plus rapidement possible. Mesdames et messieurs, au nom de tous les membres du mouvement Action Patriotique And Defar Thiaré, et à mon nom personnel en tant que président de la structure, nous tenons à vous dire que c'est un immense plaisir, un grand bonheur, ainsi qu'un honneur particulier que nous prenons la parole dans le cadre de la cérémonie qui nous a réunis aujourd'hui. Mais avant cela, vous me permettez juste peut-être d'exprimer notre profonde gratitude, notre profonde reconnaissance à l'endroit de notre professeur, M. Fall. Parce que M. Fall était mon professeur de philosophie au lycée Valdiodio de Kaolack. Celui vraiment qui m'a enseigné la philosophie. Lorsque je l'ai parlé, peut-être l'organisation, peut-être la conférence, c'est M. Mbaye qui nous a facilité cela. Parce qu'il faisait une émission dénommée Agora. J'ai suivi l'émission, j'ai saisi mon téléphone et j'ai appelé M. Kaba. Il m'a dit que, mais je lui ai dit que M. Kaba, Fall Philo, depuis très longtemps, on s'est perdu de vue. Et je ne sais pas comment faire pour pouvoir organiser une telle manifestation dans ma localité. Il m'a dit que ne vous inquiétez pas, je vais tout gérer. Si l'événement a eu lieu, c'est grâce à M. Mbaye. Merci beaucoup, M. Mbaye. Donc, pour terminer aussi, je m'adressais peut-être aux élèves. Chers élèves, vous avez la chance d'aujourd'hui d'avoir un éminent professeur que tout le monde a eu, que tout le monde a besoin d'avoir. Donc, profitez de cette occasion de faire ce que mes prédécesseurs ont dit, de bien écouter et poser vos questions. Parce que vous le savez tous, vous le savez mieux que moi. La philosophie, c'est le questionnement. Parce que d'habitude, les philosophes ont l'habitude de dire qu'en philosophie, les questions sont plus essentielles que les réponses. Et chaque réponse se donne à une autre question.
Donc posez maximum de questions, surtout des questions qui vous semblent difficiles. Et ne soyez pas aussi des ignorants. Soyons des philosophes. C'est-à-dire l'ignorant, c'est-à-dire le vulgaire, c'est celui qui croit disposer du savoir alors qu'il ne sait pas. Donc cet individu n'ira pas à la quête du savoir. Essayez d'être un philosophe, c'est-à-dire l'ignorant qui est conscient de son ignorance. L'individu qui sait qu'il ne sait pas, seul ira à la recherche du savoir. Il y a une citation qui le dit. Peut-être le disciple de Socrate, Platon, dit que la conscience de mon ignorance, au lieu de rendre fin à mes recherches, mais c'est la vraie cause qui les provoque. Donc essayez d'être des philosophes. Parce que le philosophe, c'est celui qui est en cours de route, comme Karl Diapos l'a dit. Donc pour ne pas épiloguer la parole, je vais m'en arrêter là et vous dire merci vraiment de votre aimable attention. Merci beaucoup, Président. On dirait que vous êtes meilleur que moi en philo. Hein. Moi, toutes ces citations que vous avez retenues jusqu'à présent, je ne les ai plus. Mais je peux dire actuellement un grand merci à toutes ces autorités qui sont présentes et vous dire que, comme le dit le proverbe américain, telle éducation, tel fruit. Vous ne voulez pas ensemble que peut-être nos fruits de demain soient amers. C'est la raison pour laquelle vous avez bravé toutes les difficultés pour ne pas généraliser, ou bien le maximum de gens, nous avons pensé, nous, Action Patriotique Ande Defar Thiaré, d'organiser la conférence ici. Je pense que ça aussi mérite remerciement. Je m'en vais donc donner la parole à monsieur le conférencier. Mais avant cela, je vous dis que je voudrais un tout petit peu parler de la biographie du conférencier. Mais malheureusement, le temps ne nous permet pas. Retenez tout simplement que Michel Fall est un professeur de philosophie au lycée de Valdiodio Ndiaye, un éminent professeur de philosophie. Je répète bien, un éminent professeur de philosophie. Et là, je porte l'accent surtout sur la relation entre professeur et élève. Parce qu'aujourd'hui, si la relation était tendre entre Michel Thiam et le professeur Michel Fall, aujourd'hui, Michel Thiam n'aurait pas le courage de prendre son téléphone et d'appeler Michel Fall pour une conférence. C'est parce que les relations ont été très bien entretenues. C'est parce qu'aussi, Michel Fall a donné quelque chose que Michel Thiam ne pouvait pas avoir sans lui. C'est parce que aussi la relation que Michel Thiam a entretenue avec Michel Fall est une très bonne relation. Donc entretenez avec toute l'administration de votre école de très bonnes relations. Je pense que si Michel le proviseur était là aussi, je ferais le même témoignage entre moi et lui parce qu'il était mon professeur d'EPS au lycée Koumba Ndoffène Diouf de Fatick. Et pas plus tard que 2 ans ou bien 1 an et quelques mois, nous avions gratifié le lycée d'une photocopieuse qui est en marche jusqu'à présent. Ça aussi, nous l'avons fait parce que nous devrions le faire. Nous sommes des produits du CIN, nous sommes des produits du lycée. Michel Fall est un professeur de philosophie actuellement au lycée de Valdiodio Ndiaye. Il est le directeur aussi d'une école qui s'appelle Ereka. C'est une personne de formation philosophique. Il a eu son master. Je résume tout simplement parce que nous pouvions faire plus de 30 minutes à parler de sa biographie. Mais il a son master en philo et un master en sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar où rêvent beaucoup de gens d'entre vous. Je vous souhaite bonne chance. Il enseigne la philosophie depuis plus de 20 ans. Et depuis plus de 15 ans aujourd'hui, il est au lycée Valdiodio Ndiaye. C'est pourquoi à l'entame de mes propos, je vous disais que c'est un éminent professeur de philosophie, mais il a aussi de l'expérience. Parce que l'expérience aussi dit quelque chose par rapport à la profession. Il est avec M. Kabambaï, il est animateur à Saloum Info. Lui aussi, comme vous l'a dit Michel le Président, a facilité les relations et la tenue de cette synthèse philosophique. Mesdames et messieurs, très chers frères et sœurs élèves, pour ne pas monopoliser la parole, je m'en vais donner à l'éminent professeur de philosophie la parole. Mais avant cela, je vous rappelle ce que tout le monde a dit. Retenez bien, la restitution sera votre. Écrivez bien ce que vous allez retenir le jour de l'examen aussi. La restitution sera votre. Mais notez bien et posez surtout vos questions. Parce que le professeur, il est là, il fera la synthèse. Mais le problème que vous avez dans votre tête, ce qui n'est pas clair par rapport aux explications, par rapport au thème,
par rapport à ce que vous attendez, si vous ne les posez pas, il peut faire le survol de toutes, ou bien de tout le programme, de tous les thèmes, mais il peut ne pas résoudre votre problème tant que vous ne le posez pas. Donc, ayez l'habitude de poser vos questions. N'ayez pas peur. Nous sommes tous passés par là. Et nous avions des problèmes que nous voulions qu'on le résolve. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité et la chance d'avoir une synthèse philosophique. Bon nombre de gens qui ont aujourd'hui réussi le bac aujourd'hui n'avaient pas eu cette chance. Saisissez cette opportunité, écoutez bien, posez vos questions et notez bien, parce que l'examen, c'est dans quelques temps, c'est dans quelques jours. Très bonne chance à tout le monde. Bienvenue. Monsieur le professeur, vous avez la parole. Merci donc à tout le monde ici présent. Merci à vous autres, chers élèves, pour avoir compris que la philosophie, elle se fait comme ça. Vous avez tous appris en classe que la philosophie, elle est née où? Elle est née dans un temple, dans un espace comme celui-ci, appelé comment? L'Agora. Place publique à Athènes, où les individus avaient l'opportunité, la possibilité de venir échanger, de venir discuter. La philosophie, donc, c'est cela, c'est un échange, c'est un débat. Le père de la philosophie, Socrate, lorsqu'on l'interpellait, à l'opposé des sophistes, ses ennemis, qui prétendaient détenir le savoir, il avait toujours, lui, une modestie que j'ai trouvée tout à l'heure dans les propos de M. Kama. La modestie des grands hommes, sa réponse connue était la suivante: tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Nous allons donc essayer de surfer dans ce sens. Essayer de tenir compte non pas de ce que nous savons, mais sur de ce que nous ne savons pas, parce que nous ne savons pas. Monsieur Thiam l'a dit tout à l'heure, nous sommes des apprenants. Un seul être peut prétendre détenir la totalité du savoir. La totalité du savoir qu'on appelle l'omniscience est un attribut exclusivement divin. Platon l'a enseigné dans le banquet. Les dieux seuls sont sages. Donc Dieu et Dieu seul détient la connaissance. Vous et moi, nous allons donc engager une réflexion en insistant surtout sur les points qui jusque-là n'ont pas été très clairs, pas parce qu'ils n'ont pas été abordés par les professeurs en classe, mais parce que simplement ces points méritent encore réflexion, méritent véritablement éclaircissement. Il ne s'agit pas donc pour moi de faire un cours magistral. Il s'agit pour moi de faire ce qu'on appelle une synthèse, que je vais essayer de faire de façon très ramassée, et on va surtout privilégier les échanges. On va essayer de faire en sorte que, juste après mon intervention, les élèves vont prendre la parole, poser des questions, et nous allons justement échanger. Alors, l'anticipé de philosophie aura lieu précisément dans 4 jours. Dans 4 jours, à 7 heures, vous serez en salle, Inch'Allah, en train de traiter de 3 questions. Mais 3 questions qui forcément et nécessairement seront tirées de 3 chapitres. Les 3 chapitres du programme. J'ai dit bien 3 et non pas 4, puisque vous le savez bien, pour les élèves de L2 et de L', cette année, la dernière partie concernant ce qu'on appelle l'épistémologie a été éliminée du programme pour des raisons de temps. Donc, vous allez avoir 3 questions sur ces 3 chapitres que je voudrais, de façon très ramassée, synthétiser. Le chapitre 1 concerne ce qu'on appelle l'introduction à la philosophie. Pour bien comprendre ce chapitre, il faut d'abord rappeler un peu ce qu'est la philosophie. Pythagore, l'un des pères fondateurs, l'un des premiers pères socratiques, avait, lorsqu'on lui posait la question de savoir votre activité, quelle est sa finalité, il disait précisément que mon art n'a qu'un seul but: soulever dans la conscience populaire l'idée qu'avec la raison, comme en mathématiques, il était possible de faire des investigations, de faire des réflexions afin de découvrir la vérité, une vérité qui se voulait en tant que telle parfaite. Donc c'est quoi la philosophie? La philosophie n'est rien d'autre qu'un effort de questionnement. Le philosophe, ce n'est pas celui qui prétend avoir la connaissance. Il est un pèlerin. Il est celui qui va à sa quête. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de Karl Jaspers, quand il disait que faire la philosophie, c'est être en route. Voilà ce qu'est la philosophie. C'est un effort que l'on fait en partant de l'ignorance pour tendre inexorablement vers la sagesse. Et vous connaissez sa fameuse formule, qu'est-ce qu'il disait? Je ne suis pas un sophos, je suis un philosophos. Un sophos, c'est quoi? C'est celui qui détient la connaissance. Un philosophos, c'est celui qui ne sait pas, mais qui sait qu'il ne sait pas, et c'est parce qu'il sait qu'il ne sait pas qu'il va aller s'engager dans la quête du savoir. Et tout à l'heure,
et j'en m'en suis bien rendu compte, M. Thiam n'a pas oublié ses leçons de philosophie, la conscience de mon ignorance, au lieu de mettre fin à mes recherches, est la vraie cause qui les provoque. Voilà donc ce qu'est la philosophie. Une tentative de connaissance, une activité intellectuelle de savoir. Pour autant, toute quête de connaissance n'est pas philosophique. Précisément, le philosophe, c'est qui? C'est l'individu qui décide de raisonner pour aller à la découverte de la vérité. Le Coran, la Bible, la Torah sont des sources inépuisables de savoir. Mais lorsqu'on lit ces livres saints, on ne les lit pas avec l'esprit, on les lit d'abord avec le cœur, avec la foi. Donc, on a là des textes qui se veulent en tant que tels religieux, puisque l'individu ici est invité d'emblée à accepter, après maintenant à aller rechercher la connaissance. Dans la démarche philosophique, c'est l'inverse. Le philosophe, c'est précisément l'individu qui va à la quête de la connaissance, mais par l'usage de la raison. Et rappelez-vous la fameuse formule de Kant. Qu'est-ce qu'il disait? On n'apprend pas la philosophie, on ne peut apprendre qu'à philosopher. Mais il continue en quoi disant, on apprend à philosopher que par l'exercice et par l'usage qu'on fait soi-même de sa propre raison. Fin de citation. Donc un philosophe, c'est précisément un individu qui s'efforce quotidiennement à connaître en faisant preuve de réflexion, en faisant preuve de démarche critique, en faisant preuve en quelque sorte de questionnement. Le philosophe n'est pas un consommateur de connaissances, il est celui-là même qui essaie de soulever des questions afin de pouvoir, par lui-même et par l'entremise du dialogue, parvenir à la découverte de la vérité. Donc voilà ce qu'est la philosophie, une tentative de connaissance. Une tentative de connaissance par la raison, et c'est justement cette rationalité qui a fait que pendant longtemps, elle n'a pas existé. Il est vrai qu'à propos de l'origine de la philosophie, de nombreuses thèses se sont opposées. Bien souvent, on a parlé de l'origine africaine de la philosophie, c'est la thèse développée notamment par Cheikh Anta Diop. La philosophie aurait une origine négro-africaine, puisque les premiers à avoir philosophé, c'était les Grecs, c'était les Égyptiens, chez lesquels les Grecs venaient souvent puiser la philosophie. Une autre thèse, développée notamment par Hegel, soutient que la philosophie pourrait avoir une origine indo-chinoise. Autrement dit, elle aurait une origine orientale. Mais quand même, reconnaissons que la thèse la plus retenue est celle-là même qui dit que la philosophie parle grec. Autrement dit, qu'elle aurait pour père fondateur des penseurs comme Thalès de Milet, créateur de la première école philosophique, qui par la suite va impulser ce mouvement de pensée à des penseurs comme Parménide, comme Héraclite, comme Anaximène, comme Anaxagore, comme Anaximandre, qui vont tous par l'effort intellectuel tenter de rompre avec la tradition mythique et religieuse pour instituer un discours qui se veut fondamentalement rationnel. Donc la philosophie aurait une origine grecque et serait inséparable de l'exigence de rationalité. Autrement dit, l'exigence de réfléchir pour parvenir à la connaissance. Mais telle n'est pas la seule condition. D'autres conditions viendront s'y greffer, lesquelles? L'exigence critique. C'est l'exigence sans aucun doute la plus fondamentale, mais l'exigence de questionnement, tout à l'heure M. Thiam en a parlé avec Jaspers, en philosophie les questions sont plus essentielles. Et même les réponses obtenues doivent encore susciter une nouvelle question. Et c'est pourquoi d'ailleurs la philosophie se veut être une activité éternelle. Donc, si vous tombez sur un sujet qui vous demandera est-ce qu'on peut arrêter de philosopher, vous avez là déjà la réponse comme quoi on ne peut arrêter de philosopher au moins pour 3 raisons. La première, c'est que la philosophie, c'est la quête du savoir. Et le savoir, par définition, est illimité dans le temps et dans l'espace. Descartes l'a très bien dit. Qu'est-ce que philosopher? Il dit, c'est rechercher la totalité du savoir dans la mesure du possible. Et comme le savoir est inépuisable, le philosophe, il tend inexorablement vers la connaissance, mais sans jamais la posséder dans sa totalité. Et c'est pourquoi on ne peut arrêter en tant que tel de philosopher. Et Alain l'illustre de fort belle manière. Alain dit, entre la philosophie et la connaissance, c'est comme l'homme et l'horizon. Quand j'aperçois l'horizon, j'ai le sentiment que le ciel touche la terre. Mais plus je me rapproche de l'horizon, qu'est-ce que je constate? Plus je constate que l'horizon encore recule. C'est pourquoi donc, en philosophie, plus on sait, plus on se rend compte qu'il y a encore des choses qui restent à connaître. D'où donc la philosophie ne s'arrête jamais. Deuxième raison, elle nous vient de Kant. Kant nous dit, en résumé, la philosophie se réduit à 4 questions fondamentales. Première question, que puis-je savoir? Deuxième question, que dois-je faire? Troisième question, que puis-je espérer? Voilà les 3 questions philosophiques incontournables, mais qui, pour être réglées,
doit d'abord supposer de régler une toute première question, celle-là même de savoir qu'est-ce que l'homme. D'où donc la philosophie renvoie à ces 4 questions incontournables. Maintenant, Kant ajoute que les réponses apportées à ces questions ne peuvent jamais être des réponses définitives et qu'elles vont encore susciter de nouvelles questions. D'où donc qu'est-ce que la philosophie? Une spirale, question, réponse, re-questionnement, j'allais dire réponse et encore re-questionnement et de façon éternelle. Troisième thèse que l'on pourrait évoquer dans ce sens, peut-être que M. Dien aura quelques souvenirs qui lui viendront à l'esprit. Cela a été formulé par Karl Marx. Karl Marx, vous savez, quand il a commencé à rompre avec les thèses philosophiques après avoir lu Feuerbach en 1843, il va dès 1845 écrire ce qu'on appelle les thèses sur Feuerbach. Il va rompre avec Hegel, prendre de Feuerbach ce qu'on appelle le matérialisme et créer ce qu'on appelle le matérialisme dialectique. Le matérialisme de Feuerbach et la dialectique de Hegel qui construit sa pensée. Il dit, la philosophie c'est quoi? Il dit c'est l'analyse concrète d'une situation concrète. Qui va renvoyer à quoi? À l'effort qu'un individu fait pour analyser les réalités de la société et s'engager maintenant dans un processus de transformation de celle-ci. Parce que l'objectif final, c'est toujours de tendre à la perfection en quelque sorte de l'existence. Il dit la vie elle-même est destinée en tant que telle au progrès. Lorsqu'il a formulé cette thèse, il va inciter les hommes à passer à l'action. C'est sa 11e thèse sur Feuerbach. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, mais ce qui importe maintenant, c'est de le transformer. Immédiatement, les jeunes hegeliens l'ont suivi en disant à Marx, vous avez raison. Vous avez raison de nous impulser dans l'action. Il faut agir. Abandonnons donc la théorie et passons immédiatement à l'action. Mais quelle fut la réponse de Karl Marx? Si vous voulez renoncer à la théorie et passer à l'action, il faut d'abord théoriser l'action. Théoriser l'action, c'est encore faire de la philosophie. Et comme disait lui Althusser, si vous voulez tuer la philosophie, il faut lui donner une mort digne d'elle. Et une mort digne de la philosophie, c'est une mort philosophique. Or, en faisant la philosophie de la mort de la philosophie, on ne fait encore que philosopher. Et c'est pourquoi il dit, plus on cherche à tuer la philosophie, plus on fait revivre cette discipline qui se veut en tant que telle une discipline éternelle. D'où donc la philosophie ne meurt jamais, elle est une discipline nécessaire. Elle est d'autant plus nécessaire que la théorie elle-même éclaire l'action. Il y a donc un rapport systématique, j'allais dire consubstantiel, entre la théorie et la pratique. Et qui le formule au-delà de Karl Marx, bien avant lui, au XVIIe siècle déjà. Descartes le formulait si bien, ou dans les principes de la philosophie, où il dégage 2 axes fondamentaux de la philosophie. Qu'est-ce qu'il dit? Je cite, ce mot philosophie désigne l'étude de la sagesse. Il poursuit en disant, et par sagesse, on n'entend pas seulement la prudence dans les affaires, mais aussi une parfaite connaissance de tout ce que l'on peut savoir. Évidemment, la philosophie est d'abord quête de connaissance, parfaite connaissance de tout ce que l'on peut savoir. Mais elle n'est pas que cela, et vous l'avez appris en classe. La philosophie est d'abord une discipline utile, parce qu'une fois qu'on acquiert la connaissance, on peut utiliser maintenant cette connaissance-là à des fins pratiques, à des fins morales, à des fins, j'allais dire, politiques, à des fins, j'allais dire, multiples, puisque le savoir est à l'origine de toute chose. Donc on peut dire par là que la philosophie a 2 orientations dans sa définition. Elle est d'abord sophia, c'est-à-dire connaissance. Elle est ensuite phronésis, c'est-à-dire action éclairée par cette même connaissance. Et c'est pourquoi la philosophie est le fondement de la morale. Socrate le dit très bien, ou dans l'Alcibiade. Celui qui ne sait pas se trompera, en se trompant il agira mal, en agissant mal il sera malheureux. Si donc tu veux le bonheur, il dit, commence par rechercher la connaissance. Avec cette connaissance tu feras le bien, avec ce bien tu deviendras heureux. D'où donc la philosophie peut nous être utile. De l'autre de la philosophie, on peut également évoquer ce qu'on appelle les stoïciens. C'est quoi le stoïcisme? Mouvement philosophique créé par des penseurs comme Épictète, Marc Aurèle, Cléante, Chrysie, qui dit précisément que la philosophie n'a pas seulement pour vocation d'éclairer la conscience. Ce que l'homme a également comme objectif, c'est de satisfaire ses passions. C'est également de tendre et de parvenir réellement au bonheur. Il dit donc que le rôle de la philosophie, c'est donc de nous aider à connaître, mais ensuite à passer à l'action. Et c'est pourquoi les stoïciens nous disent, philosopher pour savoir, mais utiliser ensuite cette connaissance pour mener une existence heureuse. Première chose que la philosophie nous enseigne, il dit le ordre vacui. C'est quoi le ordre vacui? Le hasard n'existe pas.
Deuxième chose que la philosophie nous enseigne, c'est que Dieu est, il ne peut pas ne pas être. Vous l'avez vu, notamment en philosophie et religion, il a développé le principe, n'est-ce pas, de l'existence et la preuve même de l'existence de Dieu. Quelle est la preuve de l'existence de Dieu? Il dit c'est l'existence des choses. S'il y a des créatures, il y a forcément un créateur. Et comme disait justement Voltaire, je ne peux pas imaginer qu'il y ait une horloge sans pour autant qu'il y ait un horloger. Même en Wolof, on le dit, lu yëngu le que yëngal moo ko ëpp doole. Et c'est pourquoi les prières d'ailleurs tout à l'heure sont bienvenues. S'il y a le corona, ce n'est pas le fait du hasard. Si on raisonne en stoïcien, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et que si Dieu l'a voulu, le corona se produira forcément. Et quel est donc le meilleur moyen, disons, de s'en prémunir? Faire ce que nous avons à faire, respecter les gestes barrières, et après maintenant, laisser le soin à Dieu, n'est-ce pas, d'enlever la maladie. D'où donc, il y a quelque chose qui relève de nous, mais également il y a quelque chose qui relève de Dieu. Et ce qui relève de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Le stoïcien dit, nous devons à ce propos-là cultiver la résignation. Et de cette même résignation, on peut prétendre en tant que tel au bonheur. Et tout le monde connaît sûrement ici cette fameuse affirmation d'Épictète, quand il disait justement que ne demande pas que ce qui arrive, arrive comme tu veux, mais veuille que les choses arrivent comme elles arrivent. Et qu'est-ce que tu en tires? Il dit le bonheur. On pourrait également illustrer le caractère utilitaire de la philosophie en évoquant Épicure. Épicure qui déjà dans l'aide à Ménécée insiste sur cette dimension pratique en disant quoi? La philosophie est cette activité qui, par des discours et des raisonnements, procure une vie heureuse. La philosophie donc façonne l'esprit. M. Dien l'a dit tout à l'heure. Le rôle de la philosophie, c'est de nous amener à voir autrement le monde. C'est de percevoir différemment les choses. Et puis qu'il nous dit, quand on fait l'exégèse de ce qu'est l'homme, qu'est-ce que l'on constate? Il est d'abord aspiration au bonheur parce qu'il a un corps et de ce corps, il a forcément des désirs. Mais qu'est-ce qu'en ajoute Épicure? Soyons maîtres de nos désirs. Ne nous laissons pas emporter par les passions parce qu'à ce moment-là, nous ne deviendrons que des animaux. Soyons maîtres de nos désirs. Et ces désirs, il faut les satisfaire. Mais Épicure ajoute, il faut les satisfaire non pas en tenant compte de la quantité, mais en tenant compte de la qualité. Et il le montre à travers une belle illustration. Il dit, je cite, nous ne choisissons pas de préférence la nourriture la plus abondante, mais celle qui est la plus agréable. Et c'est pourquoi il nous invite à faire le distinguo entre les plaisirs naturels, mais non nécessaires, il faut les rejeter, ni naturels et ni nécessaires, il faut les rejeter et se contenter de quoi? Il dit les plaisirs naturels et nécessaires, limités au strict minimum. Manger, boire, dormir. Il dit lorsque l'individu saura se contenter de ces éléments-là, il aura tué ses passions. Il va vivre, mais il va vivre dans ce qu'il appelle la paix de l'âme, l'ataraxie. Et de cette ataraxie-là, il obtient en tant que tel le bonheur. Donc vous voyez très bien que si Épicure nous dit il faut satisfaire les désirs, ce qui est vrai, il précise que tout désir n'est pas cependant bon à satisfaire. Sachons nous limiter aux plaisirs naturels et nécessaires si nous voulons parvenir au bonheur. Autrement dit, l'homme doit avoir une maîtrise de ses passions, savoir se contenter du minimum, et ainsi il deviendra en tant que tel heureux, ce qu'il résume de fort belle manière dans l'air à Ménécée lorsqu'il dit, je cite, avec une miche de pain et une cruche d'eau, je rivalise de bonheur avec Zeus. Et Zeus, dans la tradition grecque, c'était le dieu suprême du Panthéon. La philosophie est donc cette activité utilitaire. Elle est utile et elle est encore utile dans le monde d'aujourd'hui. Et je m'en tiens juste à une illustration pour tout résumer. Une illustration qui nous vient de qui? D'un de notre maître, Souleymane Bachir Diagne, éminent professeur de philosophie, l'un des plus grands intellectuels aujourd'hui dans le monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un grand magazine américain qui le disait. Récemment, il fait partie des 100 personnalités africaines qui sont considérées comme les plus intelligentes dans l'histoire de l'humanité. Souleymane Bachir Diagne, récemment, dans un post, résumait la situation actuelle et surtout l'intérêt de la philosophie aujourd'hui en disant quoi? Le monde vaincra le corona par sa science et par sa conscience. Fin de citation. Ça nous rappelle qui? Ça nous rappelle la vision prophétique de Rabelais. Science sans conscience n'est qu'un ruine de l'âme. Il est clair que la science a énormément apporté à l'humanité. Au point qu'aujourd'hui, Friedman le disait si bien, l'homme vit sous l'impérialisme de la technoscience. Nul ne peut aujourd'hui s'en passer. Pour autant la science est positive, autant la science est négative. Henri Troyat, philosophe contemporain, le dit dans un magnifique texte tiré de son ouvrage intitulé La tête sur les épaules. Que dit-il? Dans le monde d'aujourd'hui, au plan pratique, ce que la technoscience a apporté à l'humanité, la philosophie ne l'a point apporté. Cela est incontestable.
Et il le résume ainsi: si les médecins et les ingénieurs n'avaient jamais existé, le monde ne serait pas tel qu'il est. Si les philosophes n'avaient jamais existé, je continuerais à vivre tel que je suis. Fin de citation. Donc, si on prend le plan pratique, incontestablement, la science et la technique nous ont énormément apporté en contribuant à l'amélioration de nos conditions d'existence. Pour autant, est-ce que la technoscience a tout réglé? Non. Récemment, dans une émission radiophonique, j'ai taquiné mes professeurs scientifiques, les mathématiciens en particulier, qui souvent au lycée me disent: Monsieur Fall, vous les philosophes, vous ne faites que parler. Nous les savants, nous agissons, nous créons, nous transformons le monde. Je leur disais que vous avez une bonne occasion maintenant de nous prouver que vous êtes les plus utiles et les plus efficaces dans ce monde. Le corona est là, réglez-nous le problème du corona. Malheureusement, depuis le mois de novembre-décembre, cette pandémie-là sévit et personne n'est encore parvient à juguler ce fléau. Malgré tout, nous ne devons pas renoncer à la technoscience. Nous devons continuer à lui faire confiance, mais c'est à travers la synergie des forces, c'est à travers la synergie des connaissances, le syncrétisme du savoir qu'on parviendra à faire face à cette pandémie. C'est pour dire simplement que nous avons besoin de la technoscience, mais nous avons également besoin de la religion. Nous avons besoin des croyances traditionnelles. Nous avons besoin d'un esprit civique et patriotique. Nous avons besoin également de la philosophie pour faire face aux multiples défis de l'humanité. Donc associons tous les savoirs, toutes les connaissances pour faire face aux multiples défis qui se posent à l'homme contemporain. Et Herbert Marcuse, philosophe américain contemporain, le disait de fort belle manière: il est vrai que la philosophie ne crée absolument rien. Il est vrai que la philosophie ne transforme pas le monde. Mais la philosophie transforme la conscience de l'homme qui transforme le monde. C'est grâce à la philosophie que l'on va prendre conscience des multiples enjeux qui se posent au monde d'aujourd'hui. Que l'on va savoir que le comportement qui s'impose, c'est tel comportement fait de citoyenneté et de patriotisme qui nous permettra en fin de compte de faire face à tous les défis qui se posent à nous aujourd'hui et à régler les multiples problèmes qui se posent à l'homme moderne. De façon résumée, la philosophie est la mère de toutes les sciences, Descartes l'avait dit, et en accord avec ces autres formes de connaissances, on pourrait aujourd'hui faire face aux multiples défis, notamment le défi du développement. De façon assez ramassée, voilà un peu ce qu'est le chapitre 1, le chapitre portant sur la réflexion philosophique, à la fin duquel on passe d'une réflexion purement théorique à une réflexion profondément existentielle, concrète, puisque ce chapitre nous renvoie à ce qu'on appelle la vie sociale. Vie sociale que vous abordez en salle de classe en insistant d'abord sur les fondements. Je ne parlerai pas de la conception religieuse qui attribue l'origine de l'humanité à un acte divin. Adam et Ève, que Dieu aurait créés, ancêtres de l'humanité, qui sont reproduits pour créer, n'est-ce pas, les hommes. Je parlerai sur la thèse philosophique, une thèse incontournable, qui revient dans toutes les leçons. C'est le texte proposé par Jean-Jacques Rousseau, intitulé « Du contrat social ». Que dit Rousseau à la suite de Thomas Hobbes? La société n'a pas toujours existé. Elle est le résultat d'un long processus à partir duquel l'homme a senti le besoin d'organiser la vie en communauté, en adoptant quoi? Ce qu'on appelle le contrat social. Antérieurement à l'avènement de ce contrat, l'homme aurait vécu à l'état de nature, dans lequel, selon Rousseau, l'homme était un être profondément bon. Mais très vite, il va y avoir la décadence qui fait qu'il va appeler cette nature faite de bonté. Il va y avoir ensuite ce que Hobbes va appeler la guéguerre, la guerre de tous contre tous. L'homme devient un loup pour son semblable. Or, les deux premiers sentiments qu'on retrouve chez l'homme, c'est quoi? C'est d'abord le sentiment de conservation, et le deuxième sentiment, c'est la paresse. Et Jean-Jacques Rousseau le formule très bien dans le discours sur l'origine des langues. Qu'est-ce que dit Rousseau? Ne rien faire est la plus forte passion de l'homme après celle de se conserver. Donc l'homme cherche d'abord à se conserver. L'homme a peur de la mort. Et parce qu'il a peur de la mort, il va chercher à remédier de la situation de l'état de nature, essentiellement faite de conflictualité. Qu'est-ce que l'homme va faire? L'homme va dire, renonçons à nos désirs, renonçons à notre volonté, renonçons à nos passions et agissons selon la volonté générale. Et la volonté générale prend ici quoi? Le nom de loi. La loi est l'expression de la volonté générale. Que devons-nous faire vis-à-vis de cette loi? Sujet du bac de l'année dernière, il faut obéir à la loi. L'obéissance est-elle le fondement de la liberté? C'est le sujet du bac de l'année dernière. Jean-Jacques Rousseau dit oui.
Le devoir de tout homme, excusez-moi, le devoir de tout homme, de tout citoyen, c'est de cultiver le civisme, c'est-à-dire l'obéissance spontanée, j'allais même dire aveugle à la loi. Rousseau nous dit, c'est dans le respect des lois que l'on parvient à la liberté. Pourquoi il n'y a pas de contradiction entre la loi et la liberté? Parce que la loi est l'expression de la volonté générale. Obéir à la loi, c'est obéir à autrui, mais c'est également obéir à une parcelle de soi-même. Et en lui obéissant, l'individu ipso facto devient libre. Hobbes va dire la même chose. Sauf que Hobbes n'est pas partisan de lois émises par le peuple, mais de lois tributaires d'une autorité supérieure qu'il appelle le Léviathan. Hobbes se démarque de Jean-Jacques Rousseau par le fait qu'il considère que l'homme n'est pas un être bon. Il considère que par nature, l'homme est rebelle, mauvais, profondément méchant. Si on le laisse à lui seul, il va instaurer la guerre de tous contre tous. Alors, au nom de la liberté, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, il faut mettre en place des lois et veiller à ce qu'une autorité sévère, impitoyable, dotée même du pouvoir d'homicide, le Léviathan, à faire en sorte que les citoyens, bon gré, mal gré, obéissent aux règles. Et c'est pourquoi, rappelez-vous au tout début du Covid, lorsque on a parlé et on a vu également les images à la télévision de policiers qui parfois matraquaient des jeunes pour les obliger à rester chez eux, Hobbes n'aurait sûrement pas crié. Hobbes aurait sûrement dit, c'est bien. C'est bien parce que parfois il faut faire peur pour amener les citoyens à respecter les règles. Et c'est pourquoi la contrainte physique, elle est parfois bonne. Pas évidemment dans l'excès, mais elle est parfois bonne pour amener les individus à respecter de façon catégorique, de façon sérieuse, les lois. Et c'est de ce respect-là qu'on va en tirer justement un profit, et un profit collectif. Donc la liberté collective conditionne la liberté individuelle. Mais pour que cette liberté collective soit une réalité, il est impératif que les hommes se soumettent bon gré, mal gré, aux lois qui ont été établies. Et c'est pourquoi il faut saluer hier la bonne décision du président de la République, et en particulier par l'intermédiaire de son ministre de l'Intérieur, qui a proposé un renforcement, n'est-ce pas, des mesures contre le corona, en insistant davantage sur la répression, parce que justement, les hommes étant naturellement rebelles, si on les abandonne à eux-mêmes, ils peuvent être amenés à ne pas respecter les règles établies par la communauté. Donc c'est du respect des règles que l'homme parviendra à la liberté, parviendra au bonheur, parviendra, disons, à la préservation de sa personne et de ses biens. Mais un tel point de vue, comme tout point de vue philosophique, ne fait jamais l'unanimité. Un penseur qui va dire non, il ne faut pas respecter la règle, vous le connaissez très bien, incontestablement Nietzsche, rebelle par nature, qui considère qu'au contraire, l'homme doit manifester sa liberté à travers une activité volontaire, à travers ce qu'il appelle le culte de l'individualisme. Si on avait à résumer la pensée de Nietzsche, on dirait simplement qu'il applique ce qu'on appelle chez nous le boule-falais. Nietzsche dit en réalité, l'homme n'est pas un être de raison, il est un être de passion. Étant un être de passion, si on l'amène à obéir aux normes qu'il considère toujours comme arbitraires, il ne va jamais être épanoui. Alors, si l'homme veut parvenir à la liberté, il doit cultiver ce qu'il appelle un libre arbitre intégral. Libre arbitre intégral qui est illustré par qui? Par André Gide dans les caves du Vatican. André Gide illustre cette conception de la liberté intégrale qu'on appelle le libre arbitre donc, à travers un acte commis par un homme qui s'appelle Lafcadio. Lafcadio voyage en train, il quitte Rome et se rend à Milan. Et le voyage est long. Tellement long que le soir arrive, et bien Lafcadio s'endort. Il s'endort longuement et brusquement il se réveille. Et dès qu'il se réveille au milieu de la nuit, il regarde à gauche, à droite. Qu'est-ce qu'il voit? Un vieillard assis à côté de lui. Il le regarde. Il a envie de le balancer par-dessus la fenêtre du train. Gide dit, Lafcadio dans sa tête se met à l'esprit qu'il a un désir, il doit immédiatement passer à l'acte. Mais à condition que le vieillard lui-même ne lui manifeste pas une quelconque opposition. Je compte jusqu'à 12, si je ne vois aucun feu d'or, je le balance. Il se met à compter à 10, il en a marre. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le vieillard, il le balance par-dessus la fenêtre du train. Un tel acte que l'on peut qualifier d'absurde, d'insensé, de stupide, de spontané, il dit voilà le prototype de l'acte libre.
une conception que n'accepte pas du tout Jean-Paul Sartre, que n'accepte pas du tout Descartes. Descartes dit un acte est libre lorsqu'il est volontaire. Mais il dit une volonté orientée par la réflexion, une volonté orientée par le raisonnement. Il dit, je suis libre de faire tout ce que je veux. Si je veux, je peux sortir tout de suite, me trimballer dans la rue, en tenue d'Adam. Mais d'une telle liberté, elle n'a pas de sens. C'est ce qu'on appelle le libertinage. Il dit, être libre, c'est pas faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Il dit, il faut articuler la volonté à la raison, qui va nous permettre de savoir ce qui est le bien, ce qui est le mal. En sachant que le bien est préférable au mal, je vais donc orienter ma volonté vers le bien. Et en orientant ma volonté vers le bien, j'ai agi de façon volontaire, j'ai agi de façon préférentielle et j'ai agi de façon vertueuse. Sartre dirait la même chose. À la scène, vous connaissez un peu les thèses de Jean-Paul Sartre, il a développé une pensée qu'on appelle l'existentialisme athée. Il considère que lui, que Dieu n'est pas, Dieu n'étant pas, l'homme a une liberté naturelle. Mais il poursuit en disant, je ne peux avoir et préserver cette liberté que si je commence par respecter la liberté d'autrui. Donc, ma liberté, elle est naturelle, elle est inaliénable. Mais elle ne trouve sa garantie qu'à travers le respect de la liberté de notre semblable. Et c'est pourquoi il dit, l'homme est libre, il est condamné à être libre, il est liberté. Elle va même plus loin, puisqu'il disait dans le journal L'Aurore en 1943, nous n'avions jamais été aussi libres que sous l'occupation allemande. Évidemment, vous le savez un peu à travers l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, très vite la France a été divisée en deux, les vigistes et les partisans du général de Gaulle. Je parle sous le contrôle de Madame le censeur. Chaque citoyen français avait la possibilité de choisir d'être soit vigiste avec le maréchal Pétain ou bien d'être résistant avec le général Charles de Gaulle. Et qu'est-ce que Sartre en déduit? Nous sommes libres parce que nous avons encore la possibilité de choisir. Choisir soit d'être un collaborateur avec le maréchal Pétain ou choisir d'être un résistant avec le général Charles de Gaulle. Donc la liberté, elle est totale et elle est permanente. Personne ne peut dire que je n'ai pas agi librement. Personne ne peut également fuir ou ne doit fuir sa responsabilité parce qu'étant naturellement libre, nous sommes responsables de tout, responsables de nous-mêmes, responsables d'autrui, responsables de l'humanité toute entière. Comme disait un peu Albert Camus, je suis humain et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Voilà donc de façon ramassée ce qui est justement la problématique de la liberté sous ses formes multiples. Évidemment, je ne peux pas tous les citer. Il y a la liberté comme libération avec les marxistes qui prônent la révolution. Il y a la soumission qui nous est proposée également par les stoïciens, mais une soumission non pas aux lois, j'allais dire, temporelles, mais aux lois spirituelles, la soumission aux dogmes qui nous viennent de Dieu. On aurait pu également, disons, développer la conception même de l'absence de la liberté avec Spinoza, puisque Spinoza, lui, nous dit, nous vivons dans l'empire divin. Qu'on n'obéisse pas, on ne peut jamais prétendre à la liberté. Un seul être est libre en tant que tel, Dieu. Puisque l'homme est conditionné par le Créateur, conditionné jusque dans sa volonté, conditionné jusque dans ses instincts. D'où la liberté est quoi? Un idéal que nous recherchons, mais que nous n'obtiendrons jamais. Qu'est-ce que l'homme est? Il dit une marionnette consciente qui a l'illusion de sa liberté. La conscience de mon indépendance n'est que l'inconscience de ma dépendance. Alors que Sartre, il considère qu'on est toujours libre parce qu'on peut toujours choisir, puisque même lorsqu'on n'a pas choisi, on a encore choisi de ne pas choisir et par conséquent, on est toujours libre. Voilà donc, disons, ce qu'est la liberté de façon très, très, très extensive. On pourrait éventuellement y revenir tout à l'heure dans le cadre des discussions. Mais parler de la liberté, c'est fondamentalement également parler de la conscience. Puisque la liberté elle-même, elle n'est possible que pour un être conscient. La liberté n'est possible que pour vous et moi. Dans une de ces belles chansons, une publicité, Youssou N'Dour disait « Si je pouvais avoir la liberté de voler comme un oiseau ». La publicité, je pense, de Air Sénégal International, je ne sais même plus. Il faut le savoir, un oiseau n'est pas libre. Parce que la liberté implique un acte conscient, une décision volontaire. Moi, M. Fall, qui suis là, alors que j'aurais pu choisir d'être à Kaolack, voyez-vous, j'ai agi en toute liberté. Donc, j'ai agi librement. Pourquoi? Parce que j'ai agi en conscience. L'oiseau ne vole pas parce qu'il choisit de voler. L'oiseau est condamné à voler. L'oiseau accomplit un acte de nécessité parce qu'il n'accomplit pas un acte conscient. Donc, l'oiseau n'est pas libre. Spinoza également dit la pierre qui tombe ne tombe pas d'elle-même. Elle est condamnée à tomber parce que sa chute est conditionnée par la pesanteur. La plante, idem. La plante n'est pas libre parce qu'elle subit un processus de développement naturel.
L'homme, lui, est libre. Pourquoi? Parce qu'il a une conscience. Et la conscience, comme disait Pascal, fait la grandeur et la particularité de l'homme. L'homme est un être de conscience. L'homme est un animal pensant. La conscience est ce qui est spécifique à l'homme. Descartes, dans le discours de la méthode, le disait si bien que sommes-nous, il dit rien d'autre que des restes cogitants, non rien d'autre que des sujets pensants. Donc c'est la pensée qui fait que nous avons adopté ce qu'on appelle une culture. L'homme, comme l'animal, a une nature biologique, un corps, des instincts, des dispositions innées. Mais à l'opposé de l'animal, dont toute l'existence se réduit à l'existence instinctive, l'homme, lui, adopte sa conduite aux circonstances, au milieu dans lesquelles il vit. Il agit selon des règles, il agit selon des normes, il agit selon ce qu'on appelle une culture. Qu'est-ce que donc l'homme est? L'homme est un être qui naît prématuré, autrement dit, il n'est pas totalement homme par la naissance, il devient homme par le fait qu'il se complète par la culture. Quels sont les éléments spécifiques de l'homme? Le langage. D'où nous vient le langage? Il n'est pas inné, il est appris. Toute langue parlée est une langue apprise, d'où donc le langage est quelque chose de culturel. Marcher. Pour marcher, il nous faut, c'est vrai, avoir des pieds plats, nous sommes des primates, mais il a fallu qu'il y ait également l'apprentissage. Donc, on peut dire par là que toutes les manifestations spécifiques à l'homme proviennent de l'apprentissage, autrement dit, proviennent de la culture, et que donc l'homme est quoi? Un animal culturel. Il naît avec la nature, il se complète par la culture. Et une illustration suffit pour le montrer. Une illustration qui nous vient de qui? De Lucien Malson, dans Les Enfants sauvages. Il parle de qui? Amala et Kamala. Amala et Kamala sont les deux derniers cas d'enfants sauvages découverts en 1920 dans une province en Inde, la province de Midnapore. Le premier cas d'enfants sauvages, c'est Victor de l'Aveyron en 1779 dans une forêt en France. Lorsqu'on a découvert Amala et Kamala qui vivaient dans une grotte, elles avaient un comportement totalement animal. Elles rampaient à quatre pattes, poussaient des cris, dépourvues d'habits, dépourvues de langage. Et détail intéressant, nous le dit Lucien Malson, Amala et Kamala étaient des carnivores, parce qu'elles vivaient avec des loups. Qu'est-ce qu'un tel exemple prouve? Un tel exemple nous montre que naître avec un corps d'homme ne suffit pas. Avoir la nature ne suffit pas. En plus, la nature, l'homme acquiert une culture à partir de laquelle il s'élève et se distingue en tant que tel de l'animalité. D'où donc on peut dire que nous devons notre humanité, ça, nous devons le fait d'être homme, au fait que nous appartenions à la société, au fait que nous appartenions à une communauté, au fait que nous ayons en tant que tel une culture. Et c'est pourquoi un homme sans culture devient quoi? Lucien Malson le dit, rien d'autre que le plus faible et le moins intelligent de tous les animaux. Donc on peut dire par là ce que disait Aristote, l'homme est un zoon politikon. L'homme est un animal politique. L'homme c'est l'être qui, en plus la nature, acquiert une culture. Un autre penseur vient le résumer à travers un concept nouveau qu'il crée, Freud, la psychanalyse. Freud dit de l'homme quoi? Il est deux choses. Il naît en tant qu'homme, mais pas parce que tout est déjà en lui, mais parce qu'il y a deux principes divergents qu'il va développer et à partir desquels il va être réellement homme. Le premier principe qu'il appelle le principe du plaisir, qui renvoie à l'ensemble des pulsions qui résume comment? Qui résume par un concept, le ça, la deuxième topique. Mais il dit l'homme n'est pas seulement le ça, l'homme c'est également le surmoi. Et le surmoi, ça symbolise quoi? L'ensemble des interdits qui nous viennent de la société. Donc il y a le principe du plaisir, le ça, les pulsions. Il y a le principe de réalité de la société qui renvoie au surmoi. Et maintenant, entre les deux intervient quoi? Il dit intervient le moi, qui régule, qui établit l'équilibre entre les désirs et les interdits établis par la société. Et c'est pourquoi il dit l'homme est quoi? Il dit l'homme est le mélange du naturel et du culturel. L'homme est un être bioculturel. Il est le résultat de ses bases biologiques, mais également de tout ce qu'il a vécu dès la prime enfance. Et il le résume en disant quoi? Il le résume en disant l'enfant est le père de l'homme, on ne dépasse pas le passé. Voilà donc ce qu'est l'homme. L'homme est un être bioculturel. Il a une nature, mais il a également une culture par laquelle il se complète pour devenir en tant que tel homme. Et c'est pourquoi un homme qui vit dans une société qui ne respecte pas les règles de cette société, il devient quoi? Il devient simplement un marginal. Et Emile Durkheim le disait très bien. Vivre en société, c'est faire quoi? C'est faire un peu comme nos parents wolof disent,
Quand tu vas dans un village, tu trouves tout le monde nu, mets-toi nu comme tout le monde. C'est exactement ce que dit Durkheim. Durkheim dit, je n'ai pas à poser le débat, que dois-je faire? Et dès que j'entre dans une société quelconque, que dois-je faire? Je dois faire ce que tout le monde fait. Et il le résume en disant, quand tout le monde rit, que dois-je faire? Il dit, quand tout le monde rit, je dois rire. Quand vous marchez dans la rue à 4 h du matin, brusquement, les gens se mettent à fuir. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous ne devez pas être là à dire, non, voilà ce que dit Durkheim. Quand tout le monde fuit, je fuis. Quand tout le monde pleure, je pleure. Quand tout le monde se tait, je me tais. Quand tout le monde parle, je parle. Mais également, quand je suis dans une assemblée, tout le monde brusquement se met à rire, eh bien, je dois également me mettre à rire. Et me mettre à rire comme tout le monde. Parce que c'est ça que justement la circonstance veut. Donc, il faut faire selon les règles du milieu. Et Descartes l'avait très bien dit, la moralité de notre conduite ne consiste pas à innover. La moralité de notre conduite consiste à renoncer à ses désirs plutôt qu'à vouloir toujours les manifester. Il faut changer nos désirs plutôt que l'ordre du monde. Il ajoute surtout dans la morale provisoire qu'il développe dans le discours de la méthode, il faut toujours se soumettre aux us et coutumes de sa société. Vous avez tous appris en classe que le fondement de la pensée cartésienne, c'est quoi? C'est le doute. Un doute qui doit être même poussé jusqu'à l'extrême. Ce qu'on appelle d'une certaine façon le scepticisme. Mais Descartes, il y a 2 domaines dans lesquels il ne faut jamais douter. C'est le domaine de la religion, Descartes était déjà croyant. C'est également le domaine de la société. Descartes nous dit, quand vous vivez dans une société, vous ne devez pas changer les normes, vous ne devez pas changer les règles, vous devez les respecter. Et c'est pourquoi, vous le savez très bien, la philosophie cartésienne est une invite au civisme. La philosophie cartésienne ne nous demande pas de contredire les règles. La philosophie cartésienne n'est pas une menace à l'ordre établi. Bien au contraire, le sage cartésien, ce n'est pas une encyclopédie vivante, c'est surtout celui qui a une tête bien faite, mais aussi une tête bien pleine, qui sait adapter ses connaissances au milieu afin de ne pas choquer en tant que tel son semblable. C'est celui qui parvient à bien réussir son intégration sociale, en quoi faisant? En respectant les règles du milieu dans lequel il vit. Et je me rappelle une des phrases que nous prononçait souvent le professeur Souleymane Bachir Diagne. Il nous disait, un grand intellectuel, c'est celui qui sait vivre en brousse comme les broussards, mais qui sait également vivre à Paris comme les Parisiens, qui sait vivre en ville comme les citadins. Mais quand vous allez en brousse, vous demandez une fourchette, il dit, mais vous êtes un individu stupide et borné. Tout le monde mange avec la main, je dois manger avec la main. Quand j'arrive le soir au restaurant en ville, tout le monde mange avec une fourchette, eh bien je dois également manger avec une fourchette. Quand j'arrive chez mes parents chinois, tout le monde mange avec des baguettes, je dois également savoir manger avec des baguettes. Et avant-hier, j'ai taquiné certains de mes élèves qui étaient sérères en leur disant que même quand j'arrive en milieu sérère, quand tout le monde mange avec le pied, il faut savoir manger avec le pied. Parce que je le disais que le sérère, lui, il mange avec le pied parce qu'il prend une bonne poignée de couscous qu'il a bien malaxé, il en fait une boule et par conséquent, il en fait juste un coup de pied pour le remettre au niveau de sa tête avant de l'avaler. C'est ce que j'avais l'habitude de dire souvent à mes élèves sérères et à mon ami Songué, que j'ai taquiné souvent puisque le cousinage à plaisanterie, vous le savez très bien, c'est aussi une des réalités bien sénégalaises. Mais s'il venait que mes parents sérères également mangent avec les pieds, eh bien, je vais également m'amuser à manger avec le pied. C'est pour dire simplement que il ne faut pas, si on suit la morale cartésienne, vouloir manifester un comportement particulier. Il faut savoir s'intégrer à la masse. Il faut savoir faire comme tout le monde. Quand tout le monde respecte la loi, je dois la respecter. Quand tout le monde va à la prière, je dois aller à la prière. Mais regardez comme on le constate aujourd'hui, le manque de civisme. Tout le monde porte un masque, et bien quelqu'un se dit, moi je me lève, je ne porte pas le masque. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Faire ce que justement Hobbes disait, que force reste à la loi. Lui amener, bon gré, malgré, à respecter les règles, parce que c'est à travers le respect des règles que nous allons parvenir à bâtir une société en tant que telle meilleure. Pour autant, nous devons manifester également un esprit d'ouverture et de tolérance, qu'il a si bien formulé Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, à travers la thématique de la diversité culturelle, qui est une des thématiques de votre programme, nous invite à faire quoi? Ce qu'un bon Sérère disait. Léopold Sédar Senghor. Le syncrétisme des cultures. Nous accepter, mais nous accepter dans la différence. Il faut d'abord s'enraciner, être fier de ce que l'on est, être fier de ses valeurs, de ses traditions, de sa religion, de ses croyances. Je parlais bien évidemment des croyances traditionnelles, il nous faut les préserver. Mais nous dit en plus, après les avoir préservées, il faut maintenant être des citoyens universels. Il faut s'ouvrir au monde.
parler les autres langues, adopter les autres cultures. Et même quand on a des croyances, des pratiques qui sont contraires, qui sont même dangereuses pour les nôtres, nous devons avoir un esprit de tolérance. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec le débat autour de l'homosexualité, avec le débat autour du voile. La laïcité, elle ne doit pas être restrictive, elle doit être permissive. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que même si quand moi, je n'accepte pas les valeurs de l'autre, ce n'est pas une raison pour l'attaquer. Je dois avoir un esprit de tolérance. Parce que la différence est pour l'humanité non pas une catastrophe, elle est au contraire même une chance. Et Saint-Exupéry le dit de fort belle manière. Nous devons prendre l'autre comme nous-mêmes, mais nous devons également le prendre dans nos différences en essayant de voir qu'est-ce qu'il peut m'apporter de positif. Si tu diffères de moi, mon frère, tu ne me lèses point. Au contraire, même tu m'enrichis. Et c'est pourquoi nous ne devons pas nous accepter, voyez-vous, de nous enfermer dans notre coquille. Nous devons aller vers l'autre, prendre ce qui est positif, l'adopter, voir ce qui est négatif et le lui laisser, tout en ayant envers lui un esprit de tolérance. Voilà ce à quoi nous invite le débat sur la diversité culturelle. Le renforcement des relations interhumaines, ce que Husserl appelle l'intersubjectivité des consciences. Cultiver l'amour de l'autre, mais en ayant un esprit de pardon et un esprit de tolérance, nous accepter dans la différence. Et si cela vous intéresse, vous avez le temps, d'ici demain ou après-demain, de consulter un magnifique texte qui nous vient justement de l'UNESCO. C'est la Convention sur la protection et la promotion de la diversité culturelle, un texte qui date de juillet 2005, qui est le premier texte officiel qui nous invite à analyser, à voir et à exploiter toutes les richesses liées à la diversité culturelle. C'est un texte que vous pouvez télécharger à travers le net et vous allez voir ici l'exposé de tous les avantages liés à la diversité culturelle. Je rappelle le texte, c'est la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles qui nous encourage à bâtir un monde de paix et de sécurité. En quoi faisant? En cultivant un esprit de démocratie, un esprit d'entraide, mais surtout un esprit de tolérance qui nous permettra d'éviter toutes les formes de perversion, toutes les formes, j'allais dire, de clivage qui constituent un danger pour l'humanité. Les clivages ethniques, vous le savez très bien, ça n'a pas de sens. Les clivages religieux, nous sommes tous égaux devant Dieu, musulmans, chrétiens, juifs, bouddhistes et même athées. Athées. L'athée peut recevoir le pardon de Dieu. Et là, je ne vais pas trop pousser la réflexion, je vais juste me limiter à un philosophe qui s'appelle Julien Freund dans l'aventure du politique, qui disait que, justement, l'athée est le premier des croyants. Il a foi en quoi? Il a foi en l'absence de Dieu. Et comme Dieu va juger les hommes sur la base de la foi, il dit peut-être bien que l'athée même sera digne d'entrer au paradis. Et un philosophe également du nom de Saint Anselme de Canterbury, archevêque de Canterbury au XIe siècle, dans un magnifique texte intitulé Le Proslogion, il annonce, en fait, il confirme ce qu'annonçait déjà Saint Paul dans l'Épître aux Romains, là où il disait que le salut de l'homme ne peut pas venir de l'homme lui-même. Le salut de l'homme ne peut venir que de la miséricorde divine. Comptons sur le pardon de Dieu, comptons sur l'aide de Dieu. L'homme ne peut pas commettre un acte qui fasse qu'il puisse bénéficier et profiter de tous les avantages du paradis. Ce qui peut nous permettre d'avoir une existence heureuse ici et ailleurs. Je précise au passage que ceux qui sont morts du corona ne sont pas moins méritants que nous, ne sont pas également plus méritants que nous. Ils sont morts juste parce que tel a été leur sort, tel en a voulu le Créateur. Donc, si nous voulons avoir la vie sauve, si nous voulons faire partie des bienheureux, si nous voulons recevoir la grâce divine, que devons-nous faire? Invoquer la miséricorde divine. Arrêtez d'avoir un sentiment négatif envers l'autre parce que nous n'avons pas la même ethnie, parce que nous ne sommes pas de la même race, parce que nous n'avons pas la même religion. Sartre insiste sur le fait en disant qu'il y a une universalité de la condition humaine. Nous sommes tous identiques. Les seules choses qui différencient sont les milieux dans lesquels nous vivons. Et que donc, si nous voulons véritablement avoir en quelque sorte une existence paisible, il dit, cultivons l'amour du prochain. C'est ça qu'on appelle l'humanisme intégral. Savoir que l'autre n'est pas pour moi une menace, mais que l'autre est un frère. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Nitei Garabam. Je suis là aujourd'hui avec Samba Thiam. Et tout à l'heure, Kama a eu raison de le dire. Si les relations étaient distantes hier, il aurait eu un gêne à m'appeler et moi j'aurais eu un gêne à venir ici. Mais quand il m'a appelé, et s'il m'appelle encore demain,
s'il m'appelle encore demain, s'il m'appelle dans 5 ans, 10 ans, si Dieu me donne la vie, je viendrai avec plaisir. D'abord pour lui, évidemment, mais parce que ces personnes qui sont là en face de moi, mais sont mes frères. Parce que c'est ça que nous sommes. Nous sommes des citoyens de l'universel. Nous sommes des homo sénégalensis. Ce sont nos frères, nos sœurs qui se marient entre eux. Qui sait, peut-être que demain, l'enfant de Thiam viendra épouser ma fille. Qui sait, demain ou après-demain, j'aurai à travailler avec quelqu'un dans cette salle de classe, dans cette, voilà le réflexe de l'enseignant, dans cette assemblée, voyez-vous, et que demain, après-demain, qui sait, je trouverai tel ou tel dans un bureau, au palais, ou dans un ministère qui me dit, amitié, monsieur Fall, il y a 10 ans ou il y a 15 ans, vous avez animé une conférence à Diakhao, et je voudrais aujourd'hui vous rendre hommage. Peut-être bien qu'il me viendra en aide, peut-être bien qu'il m'invitera encore à revenir ici. Et c'est pour vous dire simplement que faisons toujours le bien à l'endroit d'autrui, parce qu'un bienfait n'est jamais perdu. Ce n'est même pas une parole de M. Fall, c'est une parole de la Sainte Bible et du Saint-Coran. Easy come, easy go, disaient nos parents anglais. Bien mal acquis ne profite jamais. L'homme ne peut pas commettre le mal et en tirer un bienfait. L'homme ne peut pas commettre un bienfait et ne pas en tirer un avantage. C'est dans le Coran, Baqara, allez-y, à la fin. Le bon Dieu le dit. Toute bonne chose faite, aussi minime qu'elle soit, tu en seras récompensé. Toute mauvaise chose, aussi minime qu'elle soit, tu en seras récompensé. Vous savez, bien souvent, les gens invoquent la bonté divine. Je suis d'accord avec ceux qui, de façon polienne, acceptent la bonté divine. Mais moi, je suis davantage partisan de la justice divine. Dieu, avant d'être bon, il est d'abord juste. Celui qui fait le bien, il sera récompensé à la hauteur du bien qu'il a en tant que tel accompli. Et Saint Anselme le disait. Si Dieu est bon, c'est qu'il est bon à l'endroit des mauvais, mais pas à l'endroit des bons. Si Dieu n'était bon qu'à l'endroit des bons, il ne serait pas bon, il serait juste. Juste. Mais il dit, Dieu est bon à l'endroit de qui? Il est à l'endroit des gens bien, mais surtout à l'endroit des gens mauvais. Et comme il est absolument bon, c'est qu'il est absolument pardonneur, et pardonneur aux gens absolument mauvais. Et qu'en conséquence, Saint Anselme en dégage un point de vue très optimiste. Il dit, ne vous inquiétez pas, saints comme assassins, nous serons tous au paradis. Oui, saints comme assassins, nous serons tous au paradis. Mais pas pour maintenant. La dernière fois, ma fille me faisait une prière. Quand je lui avais fait un cadeau d'anniversaire, elle me disait, papa, yalla nga dem adjana. Je lui dis, Amine de way boum don leki. Na dem adjana way ci kanam. Dans 50 ans, dans 40 ans, si Dieu encore m'accorde cette vie-là, oui. Donc, Amine way boum don leki na dem adjana ci kanam. Donc, ne nous inquiétons pas. Saint Anselme de Canterbury le disait très bien. Nous irons, Inch'Allah, tous au paradis. Tous, musulmans, chrétiens, juifs, bouddhistes et même athées. Parce que, Dostoïevski dans les frères Karamazov, l'homme ne peut pas commettre un acte, aussi grand soit-il, qui puisse épuiser la clémence divine. Nit lo def lum bon war nga continuer am yakar. Sigam nak yalla miñu bind miñu sak moñu mëna bal lepp. Ndax ñun sun biir wara ñoo balante. Celui-là même qui cultive la haine vis-à-vis de son semblable, est-ce que celui-là mérite d'avoir demain le pardon de Dieu? Jamais. Celui qui ne pardonne pas ne sera pas pardonné par le Créateur. Te ñun ñi ñep nak kenn ku ci nek def nga lu la yalla mëna duggalé safara, def nga lu la yalla mëna duggalé aljana. Kon nak nañuy balante, nañuy bëggante. C'est ça l'esprit de la thématique de la diversité culturelle. Ce qui est soldat au bac en 2015 en S. Et qui pourrait également sortir chez vous, parce que vous le savez très bien, la leçon sur autrui a été éliminée au nom de la leçon de la diversité culturelle. Donc si vous tombez sur un sujet du genre, l'homme est-il le remède de l'homme? Vous devez montrer par là la nécessité de cultiver l'humanisme intégral. Rousseau est là pour vous le démontrer. Nous devons nous aimer, nous devons respecter l'autre. Vous pouvez également invoquer un penseur comme Emmanuel Kant. Que dit Kant? Vous avez tous appris ces 3 règles qu'il forme dans les fondements de la métaphysique des mœurs. Agis toujours de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en règle universelle. Agis toujours de telle sorte que l'humanité en toi et chez autrui, tu le traites comme une fin et jamais comme un moyen. Agis toujours en tant que tel, comme tu puisses te considérer comme législateur dans le règne des fins. Voilà ces 3 maximes. Qui se résument en quoi? À la morale chrétienne. La morale chrétienne, dont les 2 fondements sont lesquels? Aime ton prochain comme toi-même. Ne fais jamais à autrui ce que tu ne voudrais qu'on te fasse. Cette morale chrétienne nous invite à faire quoi? À aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et quand
le dit de fort belle manière dans les fondements de la métaphysique des mœurs. Quand j'arrive dans une situation, je n'ai pas à me poser des questions sur ce que la loi me dit ou ce que la loi ne me dit pas. Kant dit, tu peux agir de façon vertueuse en agissant de par ta conscience. En te posant, il dit une question simple. Peux-tu vouloir qu'on m'en fasse autant? Si tu réponds par oui, sache que ton acte est bon. Si tu réponds par non, sache que ton acte est mauvais et par conséquent ne l'applique pas. Et cela est résumé en termes simples en wolof. Bul def nit li nga bëggul ñu def la ko. Donc l'amour intégral, l'amour du prochain doit guider d'une certaine façon notre vie en communauté. Nous devons nous aimer, nous devons nous entraider, nous devons accepter un esprit d'ouverture et, j'allais dire, de pardon, de tolérance vis-à-vis de notre semblable. Nous devons nous accepter dans la différence. Voilà ce qui est la thématique de la diversité culturelle. On pourrait également y revenir dans le cadre de nos discussions. Je commence à être un peu long. Je vais donc, de façon très ramassée, synthétiser un chapitre non moins important du programme. Ça également, je tiens à le préciser à l'endroit des élèves de la série littéraire. C'est le troisième et dernier chapitre concernant ce qu'on appelle l'esthétique. Autrement dit, l'art. Par qui est des élèves dans un établissement à Kaolack m'ont interpellé en me disant, monsieur, il paraît que l'art ne fait pas partie du programme. L'art fait partie du programme. Et l'art peut sortir encore, parce que souvent les élèves disent, c'est sorti l'année dernière, c'est sorti l'année d'avant, il se peut que ça ne sorte pas. N'entrez pas dans ces calculs. Révisez tout au maximum. L'art fait partie du programme. L'art, c'est quoi? Activité de création de beauté. Vous connaissez tous la définition d'André Lalande et à toute production de beauté par les œuvres d'un être conscient. L'art est cependant à distinguer de l'esthétique. L'esthétique n'est pas de l'art. L'art, c'est la production consciente de beauté. L'esthétique, c'est la réflexion philosophique sur l'art. C'est la partie de la philosophie exclusivement consacrée à l'étude de l'art. L'esthétique se pose des questions comme qu'est-ce que l'art? Qu'est-ce que le beau? Question fondamentale. Quels sont les fondements de la création artistique? Quelle est la finalité d'une œuvre d'art? Ce qui d'ailleurs renvoie à votre leçon. Alors, qu'est-ce que l'art? Je l'ai défini tout à l'heure. Et le meilleur moyen de connaître ce qu'est réellement l'art, c'est de faire la comparaison avec ce que n'est pas l'art. Qu'est-ce que n'est pas l'art? L'art n'est pas la science. La science, c'est une démarche de connaissance rationnelle qui vise une vérité objective. L'art, ce n'est pas la connaissance. On n'a pas besoin de connaissance pour être artiste. On n'a pas besoin d'intelligence pour être artiste. On a besoin de ce qu'on appelle un talent. Enfin, l'art vise le beau là où la science vise le vrai. Or, le beau est différent du vrai. Et vous l'avez appris en classe à travers la belle affirmation de qui? Nietzsche. Nietzsche qui montre que l'artiste ne se soucie pas d'être en conformité avec le réel. L'artiste ne cherche pas à produire ce qui est. L'artiste cherche à produire ce qui plaît. Il cherche à produire une œuvre qui simplement crée en nous ce qu'on appelle une délectation. Cherche à produire une œuvre qui simplement puisse susciter un plaisir en nous. Et non pas une œuvre qui renvoie à la vérité. Si d'ailleurs l'art devait produire la vérité, l'art n'aurait aucun intérêt. Et il le résume par une belle formule, nous avons au moins l'art pour ne pas mourir de vérité. Donc l'art n'est pas la science. Elle n'est pas la science, elle n'est pas non plus la technique. L'artiste est à distinguer de l'artisan, l'artiste est à distinguer du technicien. L'artiste, il crée une œuvre belle. Et c'est quoi une œuvre belle? Vous connaissez la formule de Théophile Gautier. C'est une œuvre qui ne peut servir à rien. Tout ce qui est utile est laid. Donc l'artiste produit une œuvre contemplative. L'artisan ne produit pas une œuvre contemplative, il produit une œuvre utilitaire. La chaussure que vous ramenez du village artisanal, ce n'est pas une chaussure que vous allez exposer, c'est une chaussure que vous allez porter. Donc c'est une œuvre artisanale. Par contre, la peinture d'une chaussure est une œuvre d'art parce que cette chaussure sur le tableau, vous ne pouvez pas la porter. Elle est quoi? C'est une chaussure purement contemplative. Donc c'est une œuvre d'art. Et notre professeur de philosophie en classe terminale nous disait que un plat, aussi beau qu'il soit, n'est pas une œuvre d'art parce que le plat est destiné à la dégustation. Par contre, une photo de ce plat ou bien un dessin de ce plat devient une œuvre d'art. Parce que la photo ou le tableau, vous ne pouvez pas le manger.
Par contre, le plat, lui, vous pouvez le manger. Donc la cuisinière qui a préparé le plat est quoi? Un artisan. Par contre, celui qui a dessiné le plat n'est pas un artisan, c'est un artiste. Donc l'art est une activité contemplative, désintéressée, j'allais dire ludique. Par contre, l'artisanat est une activité intéressée, utilitaire et ensuite lucrative. Ce que l'on vise à travers, n'est-ce pas, l'artisanat, c'est en tant que tel le profit. Et Kant en donne une belle définition dans la critique de la faculté de juger. Qu'est-ce qu'en dit Kant? Il dit, l'artisanat n'est qu'un art, mais il dit un art mercantile. Connaissez le mot mercantile? C'est un mot qui renvoie à l'argent. Donc il dit, c'est comme de l'art, mais un art dans lequel on vise quoi? Dans lequel on vise en tant que tel un profit. J'ai envie de vous demander d'ailleurs, est-ce qu'une belle voiture est une œuvre d'art? Non. Parce que la voiture n'est pas destinée à la contemplation, elle est destinée à assurer un moyen de transport. Par contre, un art, parce que ce dessin-là ne vous transporte pas, c'est un dessin que vous allez simplement contempler. Enfin, maintenant, il faut faire la différence entre l'art et en tant que l'œuvre de la nature. Un élément de la nature, comme un coucher de soleil, comme un cours d'eau, comme un magnifique paysage. Tout à l'heure, en venant d'ailleurs, moi et M. Kabambey, on a admiré le magnifique paysage que l'on voit à Diakhao. N'est-ce pas? Quand on quitte la route, et quand on quitte la route nationale numéro 1, et qu'on est dans la bretelle, j'ai dit, mais le paysage de Diakhao, il est féerique, il est extraordinairement beau. Entre le cours d'eau et, disons, ces magnifiques arbres qui le bordent, on est très admiratif. C'est très joli, c'est très beau. Mais est-ce que c'est une œuvre d'art? Non. Ce n'est pas une œuvre d'art, c'est une œuvre de la nature. Par contre, si quelqu'un avait le talent de bien dessiner cela sur un tableau, ça deviendrait une œuvre d'art. Et Schopenhauer le disait très bien. Qu'est-ce que dit Schopenhauer? La vie n'est pas belle, mais les images de la vie sont belles. Les images de la vie renvoient à une œuvre d'art, mais la vie en elle-même n'est pas une œuvre d'art. Donc faites le distinguo entre l'art et ces trois éléments. L'art n'est ni la science, ni la technique, ni une œuvre de la nature. Cependant, l'artiste peut s'inspirer de la nature pour créer une œuvre d'art. C'est ça qu'on appelle l'art comme mimésis, que vous avez vu en classe à travers les courants naturalistes, notamment illustré par qui? Léonard de Vinci, qui a peint ce magnifique tableau qu'on appelle la Joconde. Et qu'est-ce que dit Léonard de Vinci? Plus une œuvre est conforme avec la nature, plus une œuvre est conforme avec la réalité, plus l'œuvre est belle. L'exemple type, c'est lequel? Zeuxis et Prexéas. Peintre grec de l'Antiquité, l'un a peint des raisins tellement conformes aux raisins réels que les oiseaux, immédiatement après, sont venus se mettre à picorer le tableau. Ça montre donc qu'il avait réussi à peindre en tant que tel, disons, les raisins réels. Prexéas, lui, il a peint les rideaux de sa chambre. Et quand il a fini son tableau, il l'a posé. Et à un moment, il s'est levé pour entrer dans sa chambre. Au lieu de se diriger vers le rideau réel, il s'est dirigé vers le tableau qu'il a cogné de sa tête. Ça montre donc que son tableau est en phase avec la réalité, d'où l'œuvre est belle. Qu'est-ce qui nous plaît dans une musique? C'est parce que la musique elle-même nous relate notre vécu. Elle nous révèle en quelque sorte ce que nous vivons. Qu'est-ce qui nous plaît dans un film? C'est que le film retrace la réalité. Et Marx lui-même va venir nous confirmer cela. Marx dit, entre la production artistique et la réalité, il y a un rapport systématique. L'œuvre d'art n'est que le reflet de la réalité. Pour une raison simple. Marx dit, il y a l'idée, il y a la matière, il y a la structure, il y a la superstructure. La superstructure, elle est idéologique, la matière, elle est réelle, elle est concrète. Marx dit justement, c'est la structure qui conditionne la superstructure. Autrement dit, l'œuvre d'art reflète en tant que telle la réalité concrète. L'art sénégalais est le reflet de la société sénégalaise. L'art grec est le reflet de la société grecque. Maintenant, l'art comme imitation a fait l'objet de critiques sévères, notamment de la part de Hegel. Hegel va contester l'art comme imitation à plusieurs niveaux. D'abord, il dit, si on fait de l'art une activité imitative, il dit on tue l'art. Pourquoi il dit? Parce que l'imitation est impossible. Vous connaissez tous sa fameuse affirmation, en voulant rivaliser avec l'art par l'imitation, l'art restera toujours en deçà et peut être comparé à un ver faisant des efforts pour égaler un éléphant. Donc Hegel dit, personne ne peut imiter de façon exacte.
Quelqu'un a beau imiter Youssou Ndour, mais il ne peut pas imiter Youssou Ndour au point de prendre telle qu'elle sa voix, telle qu'elle sa démarche, telle qu'elle sa danse, etc., etc. Donc l'imitation est toujours en deçà de la réalité. Donc il dit, un, on ne peut pas imiter. Deux, il dit, même si l'imitation était possible, elle n'aurait aucun intérêt. Si on aime un baobab, il dit, on va davantage aller contempler un baobab plutôt que de regarder un dessin de baobab. Donc, il dit, l'activité artistique ne peut pas être une imitation, mais une création. Ce qui fait la beauté dans l'œuvre, ce n'est pas la conformité avec la réalité. La beauté artistique n'a rien à voir avec la beauté naturelle. Ce qui fait la beauté de l'œuvre, c'est le talent de l'artiste. Et là, la meilleure illustration nous vient de qui? Emmanuel Kant. L'art n'est pas la représentation d'une belle chose, mais la belle représentation d'une chose. Un artiste, quand il est talentueux, vous lui donnez n'importe quoi, il va en faire une chose extraordinaire. Même il peut créer le beau à partir du lait, qu'il a bien formulé, Lalo. Dans son ouvrage intitulé « Sentiment esthétique », il va théoriser ce qu'on appelle l'esthétique du lait. Il dit on peut prendre un phénomène laid, comme la mort, comme la maladie, comme la souffrance, et en faire un chef-d'œuvre artistique. Ça veut donc dire que ce qui fait la beauté d'une œuvre d'art, ce n'est pas la réalité concrète. Ce qui fait la beauté d'une œuvre d'art, c'est le talent intrinsèque à l'artiste, sa capacité à créer une émulation, une admiration, sa capacité à nous évader du caractère tragique de l'existence. Et Schopenhauer le dit, la vie est tellement tragique que si l'artiste devait se contenter d'imiter, aucune œuvre ne serait belle. Si on veut réaliser une œuvre belle, il dit, on doit davantage s'écarter du caractère tragique de l'existence. Maintenant, si l'art n'est que création, si l'art est déconnecté du réel, l'art peut servir à quelque chose. Bien évidemment, oui. Dans son principe, l'art ne sert à rien, puisque l'art ne fait que produire une chose belle. Mais il est possible de greffer dans la beauté l'utile. Et qu'il a merveilleusement formulé, incontestablement, Victor Hugo. L'art pour l'art est beau, mais l'art pour le progrès est encore plus beau. L'artiste peut chercher à produire une œuvre belle en chantant sur un thème particulier. Mais il deviendrait davantage artiste s'il parvenait en même temps qu'il véhicule le beau, véhiculer des messages qui peuvent avoir un caractère utilitaire. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui avec ce mouvement dynamique que l'on voit à travers la musique sénégalaise lorsque le corona a commencé à sévir. De nombreux artistes sont levés pour chanter des chansons à caractère éducatif, pour en quelque sorte inciter les Sénégalais à avoir le comportement qui devait être le leur, un comportement en fin de compte responsable. C'est pour vous dire, pour terminer, que l'activité artistique, comme l'activité philosophique de façon très générale, n'est pas déconnectée de la réalité socio-historique. Elle est là pour permettre aux individus de prendre conscience des multiples enjeux qui se posent à l'homme moderne afin d'y apporter une contribution tant soit peu utile. Et c'est pourquoi je terminerai simplement en disant que nous avons davantage besoin des artistes que des médecins, que des ingénieurs, que des philosophes dans la société. Parce qu'ils contribuent à l'édification d'une conscience, ils contribuent à l'éducation des masses, ils contribuent en quelque sorte à faire des hommes ce qu'ils doivent être réellement, c'est-à-dire des êtres de conscience qui savent les multiples défis qui se posent à eux, afin d'avoir maintenant le comportement optimal qui leur permettra de régler les multiples problèmes qui se posent à eux. Et c'est pour dire en fin de compte, et c'est par là que je vais terminer, que la philosophie, à travers l'effort qu'elle fait pour réfléchir sur la société, à travers l'effort qu'elle fait pour réfléchir sur elle-même, à travers l'effort qu'elle fait pour nous permettre de tenir en compte le fondement réel de l'art, à savoir activité de création de beauté et d'utilité, n'est-ce pas, la philosophie devient cette discipline incontournable de l'existence qui nous amène justement à éduquer le peuple, à comprendre, n'est-ce pas, qu'une existence consciente seule mérite d'être effectuée. Et cette existence consciente, c'est quoi? C'est savoir l'essentiel et le faire, savoir l'accessoire et en tant que tel, l'éviter. Et sur ce, je voudrais dire aux élèves, merci de m'avoir écouté pendant si longtemps et je voudrais maintenant à présent me soumettre à vos questions afin d'apporter les ultimes réglages qui nous permettront d'aborder l'examen dans la meilleure des manières. Je vous remercie de votre aimable attention. J'étais un peu timoré, j'avais un peu peur de prendre le micro. Mais il faut le savoir, l'habitude
vous forme. Si vous avez l'habitude de parler, ça va vous permettre de développer davantage de compétences. Donc n'ayez pas peur de parler, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Nul ici ne détient la connaissance. Monsieur Fall est là en train de parler devant vous, mais Monsieur Fall ne sait absolument pas tout. Un seul être sait tout, un seul être ne se trompe pas, c'est Dieu. Donc venez parler avec vos erreurs, avec vos imperfections. Il n'y a pas de problème, on est là, nous tous, pour nous améliorer. Alors, je commencerai d'abord par souligner la pertinence des questions. Toutes les questions sont très pertinentes. Ce sont des questions d'actualité, ce sont des questions philosophiques, et plus, ce sont des questions qui peuvent sortir au bac. Et je vais même vous dire une chose. Parmi toutes les questions que vous allez poser ici, il y aura des questions qui sortiront à l'examen. Ça, je peux vous le dire. Et ça, c'est l'expérience que j'ai avec les conférences que j'anime. À chaque fois qu'on donne la parole aux élèves, qu'ils posent leurs questions, toutes les questions ramassent tout le programme. Et donc, forcément, les questions qu'ils posent, ce sont des questions qui, fondamentalement, nécessairement et irrémédiablement, seront proposées à l'examen. Donc, je peux dire que le clou de la conférence, c'est maintenant. Et c'est pourquoi c'est très, très, très important, n'est-ce pas, qu'on fasse cet échange-là, qui vous permettra, j'en suis sûr, d'avoir au moins des éléments, Inch'Allah, pour mercredi. Je commencerai par la question de Omar Diouf. Omar Diouf, je vous présente toutes mes excuses, vous avez raison. C'est comme si je ne parlais qu'en auditoire de littéraire. Vous m'en excuserez pour une raison simple, c'est que depuis quelques années au lycée, j'ai davantage des classes de séries littéraires. Souvent, on me donne les terminales L2. C'est ça qui fait que j'ai un peu omis de parler de l'épistémologie. Et comme ça a été, pour cette année, élagué des programmes de terminale L, j'en ai pas parlé. Mais vous avez parfaitement raison. Et je voudrais, vous me le permettrez, rapidement commencer par cette question de Omar, qui va intéresser en particulier les élèves de série scientifique. Puisque l'épistémologie est incontournable en S, et lorsqu'on nous propose même de faire des propositions de sujets, il y a au moins un sujet en épistémologie qui est proposé au bac. Donc, Inch'Allah, y compris cette année, vous aurez au moins un sujet en épistémologie, au moins un. Il est même arrivé que parfois qu'il y ait deux sujets, un en commentaire, une en dissertation, n'est-ce pas, au bac. Donc, l'épistémologie est fondamentale pour les classes de série scientifique. De façon d'amasser, qu'est-ce que l'épistémologie? Épistémé logos. En termes simples, l'épistémologie, c'est l'étude de la science, l'étude de la connaissance scientifique. L'épistémologie n'est pas une science. Elle est la philosophie des sciences. Elle est la partie de la philosophie exclusivement consacrée à l'analyse des questions d'ordre scientifique. D'accord? Donc, Lalande l'a défini comme l'étude critique des principes, des hypothèses et des résultats des différentes sciences. Voilà ce qu'est l'épistémologie. Donc, l'épistémologie analyse la science à travers quelques questions. Qu'est-ce que la science? D'où vient la science? Quels sont les différents types de sciences? Quel rapport y a-t-il entre la science et la technique? Première question, qu'est-ce que la science? Vous connaissez la définition d'André Lalande. La science est un ensemble de connaissances et un degré d'universalité et de généralité susceptible d'amener les hommes qui s'y consacrent à des conclusions concordantes qui ne résultent ni de goût, ni de conventions arbitraires, mais de relations, voilà. Vous avez la définition dans le net. Mettez science, Lalande, et vous allez avoir la définition. En résumé, la science est distincte de la philosophie, en ce que la science est une forme de connaissance objective. Qu'est-ce qu'une connaissance objective? Qu'est-ce qu'une connaissance subjective? Souvent, je taquine mes collègues professeurs de philosophie en leur disant que nous sommes les plus nuls du lycée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je dis par là, quand moi, M. Fall, je fais mon cours de philosophie, n'importe quel élève peut se lever et me dire, monsieur, vous avez tort, je ne suis pas d'accord avec vous. Il a raison. Parce que tout ce qui est philosophique et critique, car vous l'avez appris. Toute vérité philosophique peut faire l'objet d'une contestation. Chaque thèse mène à une antithèse. Une vérité d'ailleurs qui n'est pas critiquable est une vérité dogmatique. Or, le dogmatisme appartient au domaine de la religion. Vous connaissez la fameuse affirmation de Jaspers, n'est-ce pas? La philosophie se trahit elle-même lorsqu'elle dégénère en dogmatisme, etc., etc. Donc, vous voyez bien que le philosophe, il propose un savoir qui est somme toute critiquable. Par
Par contre, le savant, lui, il propose une connaissance qui se veut incriticable. Le professeur de mathématiques qui vient, qui entre dans cette salle de classe, il vous dit, ceci est vrai. Si vous le voulez, c'est vrai. Si vous ne le voulez pas, c'est vrai. Et c'est absolument vrai, d'autant plus qu'il vous apporte des preuves. Cette forme de connaissance qu'on appelle la connaissance objective. La connaissance philosophique est critiquable. La connaissance scientifique, elle est incriticable. La connaissance philosophique est subjective. La connaissance scientifique, elle est objective. Et je m'en tiens juste à un exemple que donne Kant. Kant dit, quand vous jetez votre ennemi mortel par la fenêtre, vous n'avez pas besoin de lui dire tombe, parce qu'il tombera de toute façon. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quand vous jetez votre ennemi mortel par la fenêtre, s'il le veut pas, il tombera. Pourquoi est-ce qu'il tombera? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la loi de la chute des corps. Je laisse ce stylo, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe. Je le laisse 1000 fois, il tombera 1000 fois. Il ne peut pas ne pas tomber. Sa chute est irrémédiable, qu'il a démontré, qu'il a prouvé, Isaac Newton. La loi de la chute des corps. Donc, quand il évoque que toute chose est attirée vers le bas en fonction de sa masse, il établit ici un principe qui est incontournable. Si on prend le domaine de la mathématique, que dit Euclide? De deux droites A et B parallèles, une troisième droite C perpendiculaire à A est forcément perpendiculaire à B. Qui peut en apporter la contestation? Personne. Quand on prend Pythagore, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux côtés. AB au carré égale à AC carré plus BC carré. Qui peut en apporter la contestation? Personne. Donc vous voyez bien que le professeur de mathématiques, le professeur de physique, le professeur de chimie, le professeur d'histoire, le professeur de géographie, il nous propose des connaissances claires, nettes, certaines, incontestables. Le professeur de philosophie, quand bien même il ne connaît pas une réponse, il peut s'en sortir. Les élèves peuvent ne pas s'en rendre compte. Par contre, le professeur de mathématiques, quand il ne sait pas, tout le monde s'en rend compte. C'est pourquoi la vraie connaissance, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est la connaissance scientifique. Elle est une connaissance qui ne donne aucune part à l'improvisation. Elle est une connaissance qui ne donne aucune part à la contestation. Elle est une connaissance qui est basée en tant que sur des preuves. Et c'est pourquoi la science repose sur 3 critères fondamentaux. Premier critère, ce qu'on appelle la rationalité. Une connaissance est scientifique lorsqu'elle est rationnelle, autrement dit basée sur la raison. Bachelard le dit. La température cesse d'être un élément scientifique lorsqu'elle n'est pas lue sur le thermomètre mais sentie sur la peau. Donc, quand on est savant, on n'analyse pas les choses sur la base, n'est-ce pas, de la croyance, sur la base de la supposition. On analyse les choses sur la base du raisonnement. 1. 2. Deuxième critère donc de scientificité, il y a ce qu'on appelle l'universalité. Une vérité est scientifique lorsqu'elle est valable pour moi et valable en même temps pour les autres. Et vous connaissez la fameuse formule de Comte Sponville. La philosophie est le domaine du je, la science est le domaine du nous. Ce que le philosophe dit n'engage que lui, ce que le scientifique dit engage l'humanité toute entière. Et Gustave également le dit. La loi de Mariott est vraie sans Mariott, mais la philosophie de Leibniz ne peut être séparée de Leibniz. Ce que dit le savant est vrai pour moi, mais vrai pour tout le monde. Ce que dit le philosophe n'est vrai que pour lui. Je vous donne un exemple simple. Jean-Paul Sartre, à travers l'existentialisme, a développé l'idée selon laquelle Dieu n'existe pas. Qu'est-ce que Sartre a fait? Il n'a fait que développer son point de vue. Est-ce que pour nous Dieu n'existe pas? Non, pour nous Dieu existe parce que nous avons la foi. Qui a raison, qui a tort? Chacun avec son propre point de vue. En science, par contre, il n'y a pas de moi, je pense que toi, tu penses. Ce qui est vrai en science est vrai pour tout le monde. 2 et 2 font 4, c'est vrai pour qui? C'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi, c'est vrai à l'échelle universelle. Quand on parle de la loi de la pesanteur, c'est valable pour tout le monde. Quand Claude Bernal nous montre que, par exemple, le foie est l'organe qui, chez les mammifères, transforme le sucre en glycogène qui est conservé sous forme de réserve. Cela a été démontré par un exemple que les élèves voient même en SVT. L'exemple du foie lavé, qui montre que le foie est bien l'organe qui, chez les mammifères, régule le taux de sucre dans le sang. Qui peut le contester? Donc vous voyez bien que la vérité scientifique est basée sur des preuves irréfutables, qui va amener d'ailleurs Gaston Bachelard, dans la formation de l'esprit scientifique, à dire la science est l'union des travailleurs de la preuve. Mais madame, mademoiselle et monsieur, nous les philosophes, nous affirmons beaucoup de choses, mais nous ne les prouvons pas. Regardez par exemple, quand Socrate nous dit le monde intelligible, le monde sensible, mais quelle preuve avons-nous que le monde intelligible existe? Aucune. C'est pourquoi donc la science est une forme de connaissance prouvée. La philosophie, elle, est une connaissance
essentiellement spéculative. Et c'est pourquoi Auguste Comte, dans la loi des 3 États, le dit. La connaissance scientifique est une connaissance périmée, elle est une connaissance dépassée puisqu'elle n'apporte aucune preuve. La philosophie, elle, n'est qu'une connaissance spéculative. Les vérités philosophiques sont assertoriques, les vérités scientifiques, elles sont apodictiques. La vérité philosophique, elle est toujours critiquable, la vérité scientifique, elle est objective, universelle, et dans son principe incritiquable. Maintenant, si tout cela s'applique à la science en général, elle s'applique différemment selon les différentes sciences. Et c'est l'occasion de vous dire qu'il y a 3 groupes de sciences. Il y a d'abord ce qu'on appelle les sciences hypothético-déductives, autrement appelées sciences logico-formelles. C'est la logique et la mathématique, qui ne proposent que des vérités formelles. Qu'est-ce qu'une vérité formelle? C'est une vérité qui n'est pas en adéquation avec le réel. C'est une vérité qui répond exclusivement à la cohérence du discours. Et pour cette vérité-là, le critère de validité, c'est la cohérence et pas la réalité. Je vous donne un exemple très simple. Si je dis tous les professeurs de philosophie sont des oiseaux, Monsieur Fall est un professeur de philosophie, donc Monsieur Fall est un oiseau. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Pourtant, Monsieur Fall n'est pas arrivé ici en planant dans les airs. Monsieur Fall n'est pas un oiseau, Monsieur Fall est bien un mammifère. Donc, vous voyez bien que c'est vrai. Mais qu'est-ce qui en fait une chose vraie? Ce qui en fait une chose vraie, ce n'est pas le fait que je l'ai vu, c'est que le raisonnement qu'on a fait est cohérent. C'est comme en mathématiques. Quand on vous dit x plus y égale 5, on ne voit pas de x, on ne voit pas de y, on ne voit pas de 5. Mais x plus y égale à 5, c'est purement une convention qui répond à un raisonnement. Si x égale à 2, y égale à 3, donc x plus y égale à 5 devient vrai. Mais vrai non pas parce que je vois x, je vois y, je vois 5, c'est vrai parce que le raisonnement qu'on a fait est cohérent. Et vous connaissez tous l'exemple qu'en donne Aristote. Tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Pourquoi est-ce que Socrate est mortel? Socrate est mortel non pas parce que j'ai vu Socrate mourir, Socrate est mortel parce que le raisonnement que j'ai fait est cohérent. Donc vous voyez que c'est la cohérence qui fonde ici la validité de la vérité. C'est ça que l'on appelle les sciences formelles, c'est la logique et la mathématique. La logique créée par Aristote, la mathématique créée par Thalès, Euclide et Pythagore. Deuxième maintenant groupe de sciences qu'on appelle les sciences expérimentales, autrement appelées sciences de la matière. C'est la physique, créée par qui? Galilée. C'est la chimie, créée par qui? Lavoisier. C'est enfin la physique, la chimie et la biologie, créée par Claude Bernard. Dans ce deuxième type de science, le critère de validité n'est pas le raisonnement. Le critère de validité, c'est l'expérimentation. La vérité ici, elle a besoin d'être conforme avec les faits, c'est-à-dire être prouvée dans la réalité. Et Claude Bernard va le justifier en créant une démarche qui renvoie à 3 étapes. Ce qu'on appelle la démarche expérimentale. Observation d'abord, hypothèse ensuite, vérification. Il en donne un exemple. Claude Bernard revient du marché et apporte des lapins. Au bout de quelques heures, les lapins se mettent à uriner. Qu'est-ce que Claude Bernard constate? Il constate que l'urine des lapins est claire et acide. Alors que la loi scientifique dit que l'urine des herbivores doit être trouble et basique. Donc, il trouve là ce qu'on appelle en science un fait polémique. C'est-à-dire un fait qui pose problème. Il va maintenant passer à la deuxième étape, c'est-à-dire l'étape de l'hypothèse. Claude Bernard fait l'hypothèse suivante. Il dit, il se peut que les lapins, parce qu'ils reviennent du marché, sont restés plusieurs jours sans manger ni boire. N'ayant ni mangé ni bu, ils ont puisé dans leurs réserves. Leur réserve étant faite de chair, les lapins ont eu donc une urine de carnivore. C'est ça qu'on appelle une hypothèse. Et l'hypothèse, elle doit être rationnelle, elle doit être conforme à ce que le bon sens peut accepter. Mais l'hypothèse n'est pas une réponse définitive. Après l'hypothèse, il faut passer à la dernière étape qu'on appelle la vérification. Qu'est-ce que Claude Bernard fait? Il donne aux lapins à manger et à boire. Au bout de quelques heures, 12 heures après, les lapins ont à nouveau des urines d'herbivores. Il les remet en jeûne. Qu'est-ce qu'il constate? Les lapins ont encore une urine de carnivore. Alors, il en tire la loi scientifique. Après avoir étendu maintenant l'expérience sur d'autres herbivores, il en tire la loi scientifique, à savoir, à jeûne, tous les animaux se nourrissent de leur propre sang. Qu'est-ce qu'il montre par là? Il montre par là que la démarche expérimentale constitue le critère de validité en physique, en chimie et en biologie. Et dans ces sciences-là, ce qui est vrai, c'est ce qui est réel. Donc, si on vous dit à l'examen,
Une vérité est-elle réelle? Ou bien, comme on l'a d'ailleurs posé au bac S, il y a de cela 12 ou 13 ans maintenant, j'avais à l'époque une terminale S, on avait dit, la cohérence est-elle le seul critère de vérité? Thèse montre avec les sciences expérimentales que ce qui est vrai, c'est ce qui est réel. En thèse, vous montrez que avec les sciences formelles, ce qui est vrai, ce n'est pas ce qui est réel, mais au contraire, c'est ce qui est cohérent. Il y a enfin un troisième et dernier groupe de sciences, ce qu'on appelle les sciences humaines, autrement appelées sciences sociales. C'est le dernier groupe de sciences. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la psychologie, de la sociologie, de la linguistique, de l'économie et de l'histoire. Toutes ces sciences ont la particularité d'être ce qu'on appelle des sciences jeunes. C'est-à-dire ce sont des sciences qui sont nées au 19e siècle. C'est pourquoi d'ailleurs on les appelle les sciences jeunes. Je précise que la psychologie a été créée par Watson au 19e siècle, la psychanalyse par Freud au 19e siècle, l'économie par Adam Smith et Marx au 19e siècle, donc la psychologie socio-linguistique par Émile Benveniste au 19e siècle et par Ferdinand Saussure. Bref, ce sont des sciences qui sont nées au 19e siècle. Maintenant, la particularité des sciences humaines, c'est que ce sont des sciences objectives, mais elles ne sont pas d'une objectivité absolue, elles sont d'une objectivité rapprochée. Souvent, il y a d'ailleurs un sujet que les élèves de ces scientifiques traitent. Sujet ainsi intitulé « Y a-t-il une place de la subjectivité dans la science ?» C'est avec les sciences humaines que vous pouvez montrer que oui, il y a de la subjectivité dans la science. Parce que les sciences humaines sont objectives, mais elles n'ont pas une objectivité absolue. Elles admettent une part de subjectivité. Et je vous donne un exemple très simple avec Durkheim, la sociologie. Durkheim enseigne que, par exemple, la sociologie est une science. Mais elle a beau être objective, mais elle n'est pas absolument objective. Il en donne un exemple. Avec le mariage. Il dit le mariage dépend fondamentalement du facteur économique et plus que de l'amour. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce qu'on se marie seulement parce qu'on s'aime? Ou est-ce qu'on se marie à cause de l'argent? Il est clair que dans le mariage, il y a de l'amour. Mais vous le savez mieux que quiconque, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Ce qui est fondamental dans le mariage, il dit c'est le facteur économique. La preuve, lorsque les richesses augmentent, les mariages augmentent. Lorsque les richesses baissent, les mariages baissent. Je me rappelle d'être en 2011-2012, pendant la campagne électorale, Macky avait dit, le président du Sénégal, son excellence M. Macky Sall, avait dit, si je suis élu, eh bien, les filles vont avoir des maris. Et je me rappelle à l'époque, on avait une bonne à la maison qui me disait, Mandé Macky lay wotel de, comme ça, ndax ma am jëkkër. Ma ne ko Macky waxul ne bu faloo day ñëw la may jëkkër de. Macky lu mu waxoon c'était simple. su ma faloo dinaa jox ndaw yi liggéey, su ndaw yi amee liggéey mën a takk jabar. C'est très cohérent, c'est très sensé. Quand on a de l'argent, mais ça facilite l'amour. Et c'est ce que dit Durkheim. Durkheim nous dit, le mariage c'est fondamentalement le facteur économique. Les autres facteurs interviennent, mais le facteur déterminant, il dit, c'est le facteur économique. Vous savez qu'une telle affirmation, elle est vraie. Mais est-ce qu'elle est absolument vraie? Non. C'est pourquoi, à travers la sociologie, à travers l'histoire est toujours sélective. L'histoire n'est narrée jamais de la même manière, selon qu'on soit du côté des vainqueurs ou selon qu'on soit du côté des vaincus. La Seconde Guerre mondiale, telle qu'elle est racontée par les Français, vaincus par l'Allemagne, est différente de la Seconde Guerre mondiale, telle qu'elle est racontée par les Allemands, vainqueurs de la France. Donc l'histoire est subjective et Ousmane Sosé Diop le disait très bien. Quand la mémoire va chercher du bois, elle ramène toujours le fagot qui lui plaît. Donc l'historien qui raconte un fait historique, il raconte ce fait-là de façon différente que notre historien. Et c'est pourquoi donc l'histoire est une science, mais elle n'est pas absolument objective. Elle est une science, mais elle a une part de subjectivité. C'est ça le cas justement dans les sciences humaines. On peine à en faire véritablement des sciences totalement objectives. Maintenant, la science elle-même, parce qu'elle est objective, rigoureuse, elle peut faire l'objet d'une application. Et c'est pourquoi c'est la science qui a donné naissance à la technique. Qu'est-ce que la technique? La technique n'est que l'application de la science à des fins utilitaires. Souvent, on dit oui, la science a permis de créer l'avion, la science a permis de créer la voiture, la science a permis de créer les téléphones portables. C'est vrai, c'est faux. C'est faux parce que la science ne crée rien. La science est régie par ce qu'on appelle l'exigence de neutralité. La science n'est ni vraie, la science n'est ni bonne ni mauvaise, elle est inhumaine pour parler comme Anatole France. Par contre, c'est l'application de la science qui peut être bonne ou mauvaise. La preuve, vous avez tous entendu parler de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale.
août 1945, Hiroshima, Nagasaki. 90 000 morts à Hiroshima, 70 000 morts à Nagasaki. Le père de la bombe atomique américaine, utilisée à Hiroshima et à Nagasaki, s'appelait qui? Einstein, un juif allemand qui a émigré aux États-Unis, qui va travailler avec un autre Allemand d'origine, Oppenheimer, qui vont créer la fameuse formule E égale MC2 qui va permettre d'avoir la bombe atomique. Lorsque la bombe explosa à Hiroshima et Nagasaki, on interpella Einstein en lui disant « Tu es responsable de ces milliers de morts ». Il prononça une phrase célèbre. Qu'est-ce qu'il dit? Il faut distinguer le couteau du coutelier. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Il a voulu dire par là que moi, Einstein, je ne suis responsable de rien. Il ne faut pas confondre le couteau, c'est-à-dire l'instrument, et le coutelier, celui qui utilise l'instrument. Il dit, moi, Einstein, je n'ai fait que découvrir. Une chose est de découvrir, une autre est d'utiliser. S'il y a des milliers de morts à Hiroshima et Nagasaki, c'est pas moi, Einstein, c'est ceux-là même qui ont utilisé la bombe atomique. Et vous le savez très bien, lorsque Ali Truman décide d'utiliser la bombe atomique à Nagasaki et à Hiroshima, c'était déjà dans la perspective de la guerre froide. Parce que tout le monde savait qu'en ce moment, quasiment toute l'humanité avait capitulé. Et le Japon était d'ailleurs sur le point de capituler. Donc il n'avait pas utilisé la bombe atomique pour des raisons scientifiques, mais pour des raisons géopolitiques. Et donc, c'est faire un mauvais procès à la science que de dire que la science est bonne ou mauvaise. La science, elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle est neutre. C'est la technique elle-même qui naît de l'application de la science qui, elle, est bonne ou mauvaise. Mais retenez-le une fois de plus, la technique est née de la science. Mais née de la science, elle va développer également la science. Parce qu'aujourd'hui, l'équipement des laboratoires, la création du microscope électronique, la création de tout cet appareillage technologique permet aujourd'hui d'explorer des domaines qui jusque-là étaient inconnus. Donc on peut dire que la science et la technique sont deux maillons d'une même chaîne. L'une crée l'autre et l'une contribue encore au développement en tant que tel de l'autre. Mais la science et la technique ne peuvent pas réellement être séparées. Et c'est pourquoi Pasteur le disait si bien, la science, toute science a l'âge de ses instruments de mesure. Et un instrument de mesure n'est que l'application d'une théorie scientifique. Et qu'est-ce qu'il veut montrer par là? Il veut montrer par là que science et technique sont deux faces d'une même pièce. L'une ne peut aller sans l'autre. Si maintenant ça vous intéresse, Omar, on pourra après revenir dans les discussions, n'est-ce pas, de façon plus approfondie sur les différents types de sciences et sur le critère, hein, parce que là j'ai résumé, hein, parce qu'il faut le savoir, dans chaque science, il y a d'autres éléments que l'on peut également énumérer, les critères par exemple en mathématiques, les critères en logique, les types de raisonnement, la déduction, l'induction, l'analogie, tout ça c'est des éléments, mais vous le comprenez très bien, on ne peut pas tout dire, mais si ça vous intéresse, on pourra, à travers les questions, revenir sur quelques aspects en épistémologie. Dernière question. Si M. Diallo a quelque chose à ajouter, je lui donne. Sinon, je rends le micro à M.